Grand merci d'être venus si nombreux avec un public varié d'étudiants, de militants politiques, de gens d'associations diverses, sur un sujet qui est important, mais qui est la question de la décolonisation du musée. Mais comme vous pouvez vous en douter, nous allons, via l'œuvre de Françoise Vergès, ouvrir sur des considérations plus vastes, le féminisme, entre autres, la question de la colonisation, de l'esclavagisme, du capitalisme, et aussi de l'actualité. On garde peut-être cette partie-là pour la fin. Avant de présenter, de dire deux mots sur Françoise Vergès, je voudrais d'abord dire le contexte dans lequel nous vous accueillons aujourd'hui. Le cadre, comme vous pouvez le voir, je suis avec deux camarades qui sont étudiants et ex-étudiantes de l'école. Et cette invitation, l'invitation qui est faite à Françoise Vergès, est celle d'un désir qui est venu suite à une multitude d'actions qui ont eu lieu à l'école, et notamment une occupation qui s'est déroulée l'année dernière et qui a été très excitante sur un plan intellectuel, aussi pour certains professeurs, hein, pas pour tous, puisque ça crée évidemment, comme à chaque fois qu'il y a des fractions, des divisions en interne. Il se trouve que je suis un des professeurs qui a accueilli cette action avec la vitalité qui me semble nécessaire pour repenser les cadres politiques que sont les nôtres. Ceci un peu dans les auspices de la revue que je co-dirige depuis maintenant une vingtaine d'années qui s'appelle Dégénération, qui nous avait valu il y a quelques ans d'inviter Françoise Vergès au moment où celle-ci avait publié Un féminisme décolonial, sachant que Françoise avait aussi écrit dans un livre, dans un numéro qu'on a publié il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle La question post-coloniale. Question donc qui interroge la revue. Donc, on a un petit cadre, on a essayé de donner un petit fil à notre prise de parole. Je veux dire peut-être deux mots sur Françoise, et puis après je vous laisserai la parole pour présenter un peu, pour vous présenter. Bon, je pense qu'un certain d'entre vous connaissent le travail et la pensée intellectuelle de Françoise Vergès. Ce qui est plus inattendu, et ça, elle va nous en parler, c'est pourquoi Françoise Vergès, tout d'un coup, s'est mise à parler d'art. C'était pas en soi une évidence. On la connaît dans des directions qui ont marqué un peu un territoire, celui de ses actions politiques autour de la question de la lutte, c'est comme ça que je l'appelle, entre le Nord et le Sud, la volonté de rendre visible le Sud-Sud, c'est-à-dire tout un pan du monde qui est tellement inconnu du jeune français ou du français moins jeune comme moi qui a fait des études, on va dire, normées, académiques. C'est aussi quelqu'un qui nous a donné à voir tout un passé qui, au nom de ce drapeau comme ça, virtueux pour certains, qui est le drapeau de la République française, dissimule une quantité de meurtres qui marquent l'imaginaire collectif et d'où émane encore une psyché latente qui blesse, qui donne à voir d'une certaine façon. D'ailleurs, le livre et l'œuvre de Françoise Vergès est sous l'élan d'un penseur ô combien fondamental, qui est Franck Fanon, que vous connaissez. Je montre le livre pour les étudiants qui ne le connaissent pas ou qui ne l'ont peut-être pas encore lu. Et entre autres, ce titre magnifique, Peau noire, masque blanc. D'ailleurs, on a tenu à vous faire lire ceci en attendant. C'est un texte de Françoise qui parle de Fanon et son livre Programme de désordre absolu. Programme de désordre absolu, c'est une citation de Fanon.
il y a, et ce sera ma conclusion pour présenter très sommairement Françoise, c'est que Françoise a écrit un livre avec un homme admirable qui s'appelait Aimé Césaire. Ce livre d'entretien s'appelle « Nègre je suis, nègre je resterai ». Et pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je sais qu'il y a des jeunes gens, et malheureusement aussi, la République française a fait en sorte que ce livre ne soit mal enseigné ou peu enseigné, peu connu par rapport à l'importance qu'il a, à savoir le discours sur le colonialisme, qui est un texte que, de mon point de vue, je pense tout le monde devrait lire. Voilà pour ce qui est de cette présentation, qui sera certainement qu'on relancera si l'opportunité se présente au cours de la discussion que nous allons avoir et de la conférence de Françoise. Je laisse à mes amis le soin de prendre la parole. Merci Philippe. Merci à vous. Merci à toi pour ton invitation, pour nous faire, pour que tu nous inclues dans cette conférence, dans la préparation en amont, mais aussi dans les discussions qu'on a eues pendant tout le long de l'occupation. Et c'était vraiment agréable d'avoir une attention envers nos préoccupations. Donc moi c'est Thomas, je suis étudiant en master espace art et aussi membre du syndicat étudiant Le Massico. Et d'ailleurs, en fait, le syndicat étudiant Massico est cité à plusieurs moments dans le livre, donc on vous remercie aussi. Et donc le syndicat s'est lancé cette année, donc suite à l'occupation, et donc on est en train de se coordonner pour mettre tout ça en place. Et on est avec le syndicat donc Aura, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec Lyon, Valence, Grenoble, voilà. Et merci aussi du coup Philippe de m'avoir invité. Moi je suis Uriel, je suis une ancienne étudiante de l'ESAD et donc j'en suis sortie diplômée. Et en fait justement durant ma dernière année, c'est suite à un burn-out et au racisme global des Beaux-Arts que j'ai commencé les lectures décoloniales. Voilà. Comment on fait alors? On laisse à Françoise le soin de présenter son livre où on pose la première question sur l'universalisme. Non, je pense qu'on va laisser un petit moment. Françoise, c'est à toi. C'est plus pratique, ça marche comment? Je vous l'allume si vous voulez. Ah ouais, je peux. Permettez que bonsoir, je me mets debout comme ça, je peux vous voir au fond, sinon je suis quand même toute petite, alors après en plus. Et puis au moins je peux m'adresser à tout le monde. Alors bonsoir, merci d'être venu. Donc je vais rapidement présenter pourquoi effectivement ce livre, alors qu'on m'attend toujours sur le terrain du féminisme. Bon, parce qu'il y a aussi ce côté de mettre dans des cases. Aucun mouvement social, aucun mouvement révolutionnaire, aucun mouvement culturel, aucun mouvement révolutionnaire politique ne sait à ignorer le champ de l'art et de la culture. Il n'en était pas question. On ne peut pas se transformer si on ne transforme pas justement ces mondes. Il n'y a pas, que ce soit le mouvement féministe, le mouvement des gays, les mouvements révolutionnaires, les mouvements de libération nationale ont tous réfléchi là-dessus. Il n'y a pas un programme de libération nationale où vous ne trouvez pas un chapitre sur la question de la culture, de langue, des arts. Et c'est vraiment parce que c'était absolument important. Donc pour moi, c'est pas quelque chose d'assez exceptionnel, et je me suis toujours intéressée. Si on s'intéresse à l'esclavage ou à la colonisation ou à l'impérialisme, quand je m'y intéresse, on s'intéresse évidemment à la manière dont ça se représente, dont c'est représenté, mais aussi comment dans les représentations ça va fabriquer du consentement, et comment d'autres représentations vont venir contre, des contre-images, des contre-représentations. On sait que très rapidement, dès qu'il y a eu le cinéma, les mouvements révolutionnaires ont invité des réalisateurs à les filmer pour que autre chose soit montré que ce qui a été montré dans les télévisions ou les médias conservateurs. Donc pour moi, ce n'était pas évidemment complètement surprenant, surtout comment étaient représentés nos mondes, les mondes justement issus de la colonisation.
Alors le livre, d'une part, je vais essayer d'être assez rapide pour laisser du temps à la conversation, c'est quand même plus important. C'est pour moi le musée, c'est le rôle qu'il tient dans la construction de la nation, de ce qu'on appelle la nation, de l'image qu'elle veut donner, du récit national, de comment le musée est un des lieux du récit national, et comment le musée, à travers le musée, l'État et la nation représentent leur niveau de civilisation. C'est-à-dire plus la collection est prestigieuse, plus ça reflète sur la nation et l'État. Le Louvre, c'est une des collections les plus prestigieuses au monde. Ça rejaillit sur la France. Que la France, je veux dire que ça soit son art, peu importe. Donc le British Museum pour l'Angleterre, le Prado pour l'Espagne, et on pourrait continuer ainsi. Donc le musée a vraiment une importance et un rôle extrêmement important. C'est aussi là qu'on va rencontrer le beau, ce qui est beau, ce qui a été défini comme de la beauté. Ensuite, on le visite d'une certaine manière. On entre quand même dans le temple de l'art, de la beauté. Alors on parle comme ça, on est quand même assez tranquille. On se tient bien, on est respectable. On fait pas. Je veux dire, on se tient bien. Donc le rôle qu'il joue aussi dans la fabrication du consentement, justement du consentement à des formes d'exploitation, d'extraction. Par exemple, à la plantation esclavagiste. Alors j'explique, je vais donner un exemple que j'explique dans mon livre. C'est les visites que j'ai fait au Louvre, au musée du Louvre, sur l'esclave au Louvre, une humanité invisible. Quand j'ai rencontré les gens du Louvre, tout de suite ils m'ont dit nous ne sommes pas un musée de l'esclavage, parce que évidemment les musées sont les musées de l'art, les musées de l'art contemporain, le musée de l'esclavage, le musée de ceci, le musée de cela, des arts, et enfin de la mine, peu importe. Et donc, il n'y a pas de croisement, il n'y a pas de voir comment les croisements se font. Or, le musée du Louvre, il s'ouvre en 1793, première abolition de l'esclavage dans une colonie française, Saint-Domingue, futur Haïti. Et la collection se termine en 1848, puisqu'après, c'est au musée d'Orsay. Donc, deux dates extrêmement importantes, 1848 étant l'abolition définitive de l'esclavage dans les colonies françaises, deux dates extrêmement importantes dans cette histoire. Alors évidemment, quand je donne ces dates, les conservateurs et historiens me disent « mais ça n'a rien à voir avec nous ». Je leur dis « mais c'est bien sûr, c'est pas ça la question », sauf que ce sont des siècles extrêmement importants. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle où il y a le plus grand nombre d'Africaines et d'Africains déportés. Au XVIIe siècle, on en est entre 45 et 50 000. On passe à 70 000 à 90 000 au cours du XVIIIe siècle, c'est-à-dire au siècle des révolutions françaises, anglaises, américaines et bien sûr aussi haïtiennes. Donc, c'est aussi un moment d'énorme enrichissement de l'arrivée vraiment et de la diffusion de produits de l'esclavagisme, le café, le sucre, le thé, le tabac, qui entrent dans la consommation et qui se répandent, qui ne restent pas simplement dans les grandes familles aristocrates. Et donc, j'avais proposé de voir justement comment l'esclavage était traduit dans l'art. Donc, par exemple, de voir des représentations de plantations où finalement, quand vous passez devant des grands tableaux qui sont, quand vous les voyez, qui peuvent être, vous voyez des paysages exotiques avec des Noirs qui travaillent. Rien ne vous dit que vous êtes en train de voir une plantation esclavagiste. Vous êtes en train de voir un décor exotique. Et donc, l'esclavage devient un décor, la plantation devient un décor pour de l'exotisme. Ou alors, évidemment, pour moi, ça a été de repérer quels sont les premiers tableaux où on voit des hommes qui fument une pipe. On voit pratiquement pas de femmes fumer dans les tableaux. Donc, c'est la fin du XVIIe siècle, c'est dans la peinture hollandaise, surtout, vous commencez à voir des hommes, des aristocrates qui se présentent en train de fumer. C'est-à-dire que la question de la représentation de soi, un des produits de l'esclavagisme, faire partie de la représentation de soi et de la masculinité, surtout la masculinité. De la même manière, à partir de quel moment vous voyez des théières, des cafetières, des sucriers arriver sur des tableaux, ce que vous ne voyez pas au XVIe siècle. Et donc, quelque chose se transforme de l'environnement à travers ça. Donc, c'était pas de dire, voilà un tableau de l'esclavage, parce qu'on s'attend toujours à voir des chaînes, des gens enchaînés, des tortures, des bateaux négriers. C'était aussi de voir que l'esclavage, il est représenté pas de manière directe, pas de manière littérale, mais qu'on peut en voir les traces. Et on pourrait parler de tas d'autres choses, évidemment, tout ce que Édouard Saïd a fait sur l'orientalisme ou d'autres. Je l'ai dit, c'est aussi le lieu de la respectabilité bourgeoise, comment on s'y tient. Donc pour moi, tout ça était vraiment intéressant, et le musée naît en Europe. Et le premier grand musée est le Louvre, le premier grand musée public est le Louvre, même si le British Museum existe avant. Celui qui est déclaré étant un musée public où l'art doit revenir au peuple, c'est un geste révolutionnaire. C'est un geste que les révolutionnaires accomplissent.
en disant restitution au peuple de ce que l'aristocratie et l'Église lui ont volé. En l'exploitant, on pu accumuler ces chefs-d'œuvre et on va donc les rendre au peuple. Donc au début, on peut dire geste révolutionnaire, geste de restitution, geste de réparation, mais très rapidement, ce que je montre aussi, c'est qu'en fait, la France, se vivant comme le pays de la liberté, ce qu'elle est à cette époque dans une Europe remplie de tyrannie, de monarchie absolue, va décider que du coup, les œuvres qui sont dans ces pays lui reviennent, puisque ces œuvres seraient en fait captives de tyrans et de monarques absolus. Il faut les rapporter dans le pays de la liberté qu'est la France. Donc il va y avoir des spoliations massives par les armées révolutionnaires, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, massivement en Italie, absolument massif. L'Italie va être vraiment le lieu parce que l'Italie représentait justement la Renaissance et l'endroit aussi de l'Antiquité, et aussi en Espagne. En fait, le Louvre, c'est à ce moment-là que le Louvre, comme musée de prestige, naît, sous Napoléon. Et tous les Européens qui vont le visiter, même les ennemis de Napoléon, vont admirer ce qui s'est fait. Et beaucoup de musées vont ensuite se faire sur ce modèle. Beaucoup de musées nationaux sur la construction d'une collection prestigieuse. Donc ensuite, donc pour moi c'est ça qui m'intéressait. Évidemment, comment ça précède les vols et spoliations massives qui vont se faire dans les colonies européennes. Mais déjà, on le voit, le modèle était pris d'abord sur l'Europe même, et puis l'Égypte avec l'expédition d'Égypte de Napoléon. Donc évidemment, ça c'était aussi évidemment une chose qui m'a intéressée. Et surtout au XIXe siècle, puis je reviendrai sur d'autres points, ce qui est important, c'est qu'il y a un principe d'exhaustivité. Il faut tout rapporter, absolument tout rapporter, et massivement. Et quand vous visitez les réserves des musées, enfin, je sais qu'on n'a pas le droit, c'est rare qu'on puisse, parce que justement, elles sont pas ouvertes pour des raisons, on dit, pour la protection, mais aussi, vous êtes absolument stupéfait de voir autant de choses dans les réserves. Vous savez qu'on ne voit qu'un dixième après, à peu près des collections. Et là, vous voyez que, par exemple, quand j'avais visité les réserves du musée de Tervuren à Bruxelles, aujourd'hui, qui s'appelle Africa Museum ou quelque chose comme ça, ou par exemple les réserves de Branly ou d'autres réserves, c'est des milliers et des milliers et des milliers de la même chose. C'est-à-dire que vous n'avez pas simplement un masque, vous en avez des milliers et des milliers et des milliers. Des milliers et des milliers de flèches, d'arcs, de tout. C'est comme si vraiment la question était de tout rapporter. De ne pas rapporter simplement des exemplaires, mais de tout rapporter pour construire ces musées de l'universel. Tout devait être réuni en un seul lieu. L'Europe se présente à ce moment-là comme la gardienne des trésors de l'humanité, puisque les peuples ailleurs ne savent pas quoi en faire. Les abandonnent. Alors on va et on voit des temples qui sont recouverts dans la jungle ou des choses qui sont négligées. Et donc l'Europe se donne la mission de révéler son passé, leur passé à ces peuples qu'ils colonisent, et de rapporter cela, puisque l'Europe aussi va se présenter comme la seule capable de conserver et de préserver, et va évidemment se développer une science de la conservation et de la préservation, où l'Occident est toujours quand même en tête. Donc ce musée est vraiment... toute une série de métiers vont se mettre en place. Et c'est ce qui m'a intéressé, c'est que en fait, ça devient un modèle hégémonique. C'est un modèle qui va être repris, même dans le Sud global, dans les pays à l'indépendance. Chacun veut son grand musée. Et aujourd'hui encore, il y a une folie du grand musée dont on pense qu'il non seulement effectivement va être l'image de l'État-nation, mais va attirer du tourisme, va faire partie de l'éclat et du prestige du pays. Alors évidemment, dans toute cette histoire aussi, ce qui m'avait intéressé, c'est ce que les demandes de restitution ont révélé. Alors évidemment, il y a eu déjà des restitutions à la chute de Napoléon. Il y a quand même des pays qui ont réclamé à la France d'avoir le retour. Alors les Français ont réussi à ne pas tout retourner, d'une part en ayant distribué pas mal d'œuvres dans les musées régionaux. Donc on les trouvait plus au Louvre, quoi. On savait plus où c'était. Mais maintenant, par exemple, vous pouvez les voir quand vous visitez le musée à Rennes ou d'autres musées. Il y a eu aussi des résistances, dont par exemple vous avez toujours les noces de Cana de Véronèse au Louvre, qui est réclamé par l'Italie depuis des siècles et qui ne le fait pas, ou des œuvres de l'Égypte, ou des œuvres de la Chine, avec le saccage du Palais d'été, où tout a été absolument saccagé et dispersé.
Donc cette question des restitutions, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, où il y a la grande demande des œuvres qui ont été spoliées par les nazis, va mettre en place encore plus de lois, de critères, de normes, d'expertise. Comment, quoi, comment on définit cela. Donc il va y avoir un cadre normatif, de plus en plus normatif, qui va être en place. Et en fait, dès les années 50, les pays du Sud, des États africains demandent la restitution de certains objets. Mais ça va prendre très longtemps, comme vous le savez, s'il n'y a que 2 ans qu'on commence à parler de cela vraiment avec le rapport Felwinsar et Bénédicte Savoy. Alors, de plus en plus est mis en lumière les vols, les spoliations, les pillages, les acquisitions malhonnêtes, les destructions aussi, pas simplement le vol, mais la destruction de palais, la destruction de temples, qui font que des pays perdent entièrement ce qu'on appelle le patrimoine. Donc c'est évidemment ce que cette révélation, pour moi, ça m'a posé la question, on pourra en discuter, qu'est-ce que c'est que la conservation, qu'est-ce que c'est que l'héritage, pourquoi faut-il conserver, quelle est cette idéologie, est-ce que ce n'est pas lié aussi à cette idée patriarcale d'un héritage qu'il faut préserver à travers les générations futures et futures, quelle que soit, cette idée de ce que serait l'humanité et ses trésors qu'on pourrait quand même questionner. Et cette idée aussi de conservation absolue, comme vous le savez, dans la demande des restitutions, des conditions sont souvent posées par les musées occidentaux ou les universités ou d'autres institutions, de savoir quelles sont les conditions de préservation et de conservation qui existent dans les pays dans lesquels on doit les restituer. Donc la demande que des normes soient adoptées, qui sont des normes qui ont été définies en Occident. Donc tout ça, c'est des questions évidemment dont on pourra discuter. Et à partir de là, je posais comme de plus en plus de musées parlent de décolonisation, puis tiennent des tables rondes et font des expositions. Je me suis dit, mais enfin, je veux dire, comme tous décolonisent en ce moment, la mode, la publicité, continent, enfin je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette décolonisation qui devient vraiment un mot valise, quoi, qui circule partout. Et je repensais, c'est pour ça que j'ai mis cette phrase de Fanon en titre, que j'ai emprunté à Fanon, programme de désordre absolu, puisque Fanon dit que la décolonisation est un programme de désordre absolu, mais qu'elle ne peut pas se dérouler tranquillement autour d'une table gentiment, dans une conversation gentille. C'est-à-dire, ce que je voulais rappeler, c'est que la colonisation était une chose très sérieuse, très très sérieuse, qui mettait en jeu énormément de choses, et qui n'était pas donc une posture, c'était vraiment un processus, et qui était de bouleversement profond. C'est vraiment de bouleversement profond de plusieurs choses. Donc évidemment, une des étapes, ça a été le moment des indépendances, mais elle n'a pas achevé la décolonisation. Si la décolonisation est le démantèlement du capitalisme racial patriarcal, on n'y est pas. C'est le moins qu'on puisse dire. On n'est pas non plus avec la fin des occupations coloniales. On le voit déjà, pour la Palestine, mais on pourrait parler d'autre chose. On n'a pas vu la fin des guerres impérialistes, on n'a pas vu la fin de l'extraction. Même le modèle de la plantation, le régime de la plantation n'a pas disparu avec l'abolition de l'esclavage. Le régime de la plantation tient toujours. D'une part, il y a quand même encore toujours des plantations, de bananes, de coton ou d'autres choses, ou aujourd'hui d'huile de palme, qui sont sur le même modèle. Déforestés, occupés, monoculture, travail exploité, produits chimiques aujourd'hui, pollution, contamination, destruction de l'environnement. Donc, de toute façon, et en même temps, lien avec la finance internationale, les banques, les assurances, comme l'étaient les plantations esclavagistes. Elles n'étaient pas toutes seules dans un coin, c'était vraiment fortement liées au système global. Donc, dans toutes ces questions, si on prend évidemment la décolonisation comme une chose un peu sérieuse, d'une part, je disais, la décolonisation du musée est impossible à cause de son origine profondément coloniale et impérialiste. Donc, elle est impossible non pas qu'il n'y a rien à faire, mais que ce ne sera pas une institution décoloniale. Ce sera une institution transformée. Donc, pour moi, j'insiste sur le fait que je suis absolument pour les luttes à l'intérieur des musées ou des institutions d'enseignement d'art ou les autres institutions culturelles, artistiques. Je suis absolument pour plus de justice sociale, de genre, raciale, enfin vraiment. Mais j'insiste aussi sur le fait que pour moi, par exemple, ce n'est pas simplement changer ce qu'il y a sur les murs ou changer ce qu'il y a dans les textes. C'est qui fait la cuisine, qui fait le ménage, qui garde,
Quelle est la hiérarchie de genre, raciale et sociale qui s'institue? Quelle est la formation des personnes? Pourquoi une femme de ménage gagne 10 fois moins qu'une curatrice? Pourquoi elle aurait moins de valeur sociale ou de valeur culturelle? Qu'est-ce qui se passe? Alors que sans la femme de ménage, de toute façon, il n'y a pas d'exposition. Bon, voilà. Donc, pour moi, l'institution est à prendre, que ce soit le musée ou toute autre institution, comme un objet social global. À la fois dans sa structure, mais aussi en lien avec ce qu'il y a à l'extérieur. C'est pas quelque chose simplement, justement, tiens, il faudrait changer ce qu'il y a sur les murs, il faut réclamer plus d'égalité. Bon, d'accord, pourquoi, c'est important. Mais ça reste dans le cadre du fait que l'art serait ce que le beau. Et non pas les conditions de fabrication, la précarité qui règne dans le monde chez beaucoup d'artistes, le fait que effectivement le curriculum des écoles d'art reste le même, ou la formation, en fait toutes ces choses qui finalement obtient ses places. Quand nous avions je dis nous parce que nous étions plusieurs, créé l'association Décoloniser les arts, la première chose qu'on avait faite, c'était de voir qui était à la tête de toutes les institutions artistiques et culturelles en France. Et en 2015, c'était des hommes blancs. 50 ans, ils avaient une Rolex ou pas, je sais pas, mais enfin, c'était pas très divers. Ça s'est diversifié depuis. Mais ça ne veut pas dire, je veux dire, c'est pas simplement de voir qui est à la tête. De nouveau, j'insiste, c'est vraiment, une institution n'est pas simplement, ce qu'elle montre. C'est vraiment, il y a une culture de l'institution. Donc évidemment, il faut travailler sur la division du travail, sur la hiérarchie, sur la formation, sur la question de la santé mentale, sur la question de tout cela dans une institution. Et il faut aussi demander évidemment plus d'équité sur ce qui est représenté. Il faut pousser les institutions à accepter des expositions sur d'autres choses que simplement encore Picasso et Duchamp en dialogue. Bien sûr, mais ça ne suffira pas. Ça, c'est des questions de justice. Et là, il faut se battre pour la justice. Mais ça ne sera pas, on n'aura pas une institution décolonisée. La décolonisation sera un process, donc on va travailler. C'est beaucoup mieux, évidemment, d'être dans une institution où des enseignements plus divers, où finalement des étudiants peuvent prendre en charge des cours, où des choses se font, bien sûr. Et c'est là, dans ce processus, que quelque chose aussi de la décolonisation de soi advient. Mais on n'est pas, notamment, dans une question complètement décoloniale. Est-ce qu'il y a une fin de l'extraction? Comment les institutions aussi font de l'extraction, pas simplement sur comment elles se construisent, mais l'extraction d'idées, l'extraction d'images, l'extraction de sons, sur lequel s'est construite l'institution coloniale et qu'elle continue aujourd'hui. On l'a vu en France, les découvertes, la dimension coloniale de la découverte. On découvre. L'Occident découvre. Avant, apparemment, ça n'existait pas. C'est le moment de la découverte qui donne identité à quelque chose. Donc, la découverte de l'Amérique, ça joue pas là-dessus, mais même, par exemple, la découverte du continent africain et de ses artistes. Tout d'un coup, il y a une découverte. Alors, il y a Africa Remix, ou il y a d'autres. Alors, il y a une découverte. Alors, en ce moment, par exemple, apparemment, le gouvernement est en train de découvrir ses outre-mer. Donc, on a plusieurs expositions. Cette année, 24, c'est l'année des outre-mer. Pourquoi tout d'un coup on nous voit? Qu'est-ce qu'on va voir de nous? Et donc, c'est cette question de découvrir aussi, de la découverte, cette épistémologie de la découverte, qui est aussi à remettre en question. C'est vraiment une pratique coloniale. Parce qu'évidemment, ce qui est découvert doit correspondre à certaines choses et pas à d'autres, et pendant ce temps-là. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on doit se penser quand on veut penser la décolonisation. Donc, comme je le dis, je le répète, pour moi, la question de ces musées, c'est pas il faut les fermer ou quoi que ce soit. C'est effectivement, il faut que les grèves soient possibles, il faut qu'il y ait un syndicat, il faut qu'on puisse occuper, qu'on puisse changer. Enfin, je veux dire, voilà, ça c'est vraiment des détournements de pratiques, comme dans n'importe quelle institution. Le musée s'est énormément protégé de cela pendant très longtemps. Parce que on ne pouvait pas toucher au musée, parce qu'on touchait à l'art, on pouvait pas y toucher. On pouvait occuper une usine, une école, des tas de choses, même mais le musée, occuper un musée, c'était comme quelque chose vraiment, c'était tabou. C'est encore tabou. Et d'ailleurs, je donne l'exemple du musée de l'immigration, le musée national de l'histoire de l'immigration en France, qui est dans l'ancien musée des colonies à la Porte Dorée, de octobre 2010 à février 2011. Il a été occupé par des sans-papiers, par plus d'une centaine de familles de sans-papiers, occupées, en disant, c'est le musée, c'est ce musée, les richesses qui sont montrées dans le musée, ça vient de nos ancêtres. Donc c'est chez nous, on est chez nous, quoi.
Donc ils sont là avec leurs enfants, ils sont soutenus par plusieurs organisations, mais aussi par des syndicats dans la CGT. Et puis la direction ne pouvait pas ouvrir le musée, ce qui s'appelait encore Cité de l'immigration. Et finalement, donc la direction va décider de faire expulser, donc faire venir les CRS pour expulser les occupants, en prenant comme argument le fait que cette occupation n'est plus hygiénique et donc pose des problèmes de santé. Parce que donc quand même cette promiscuité de toutes ces familles ensemble, ça peut mener à des problèmes d'hygiène. Donc l'argument de l'hygiène qu'on connaît quand même assez par cœur, et puis que ça empêchait le public, quoi. Le public ne pouvait pas circuler, les gens étaient. Donc finalement, ce musée, qui est le musée de l'immigration, pouvait ouvrir puisqu'on pouvait expulser les personnes même. Donc les objets, oui, les humains, non. C'est ça aussi le musée. Le musée, c'est la fétichisation de l'objet, mais surtout pas les êtres humains qui les ont fabriqués. Ou là, par exemple, au musée de l'immigration, quand même, les objets même de ces personnes, mais qui devaient être expulsés pour que le musée puisse ouvrir. Le musée ne pouvait pas ouvrir avec eux. Ils ne pouvaient revenir que comme garde, ou je sais pas, faire la cuisine, ou peut-être quand même un peu à la réception, enfin bon. Donc ça, c'est quand même des questions que pose vraiment le musée. Bon, pour terminer, pour rester un peu dans les temps qu'on m'avait demandé de tenir, donc ça pose aussi la question de la conservation et de la préservation, je l'ai dit, mais il faut les regarder, ces questions-là, à la fois dans leur idéologie occidentale, comme j'ai dit, prise dans l'idéologie de l'héritage, l'idéologie patriarcale, et la demande de conservation et de préservation qui viennent des peuples subalternes, des communautés autochtones ou des peuples aujourd'hui, à cause de la destruction rapide et accélérée ou le vol de leur culture ou de leurs objets. D'ailleurs, le terme objet, vous voyez, je l'utilise, et c'est très problématique parce que ce ne sont pas des objets. Au sens je veux dire, dès qu'on dit objet, on a objectifié quelque chose qui hier était un objet visuel ou un objet chéri. Et faire entrer au musée un objet le transforme complètement. Prenons un exemple. Vous avez une statue dans un temple hindou en Inde. Alors tous les jours, Parvati par exemple, tous les jours, on va venir, on va lui offrir des fleurs, on va lui offrir à manger, on va la laver avec du lait ou avec de l'huile, on va lui montrer les enfants, on parler, discuter de la grand-mère, etc. On l'arrache, on la met dans un musée, ça reste une très belle chose, c'est un morceau de pierre. Ce n'est plus du tout, et vous ne pouvez pas aller, vous, lui apporter des fleurs ou lui apporter à manger dans le musée. Donc tout objet dans le musée est un objet mort. Tous les objets de culture sont des objets morts, mais qui sont des objets qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas approcher. On ne peut plus les toucher, on ne peut plus les approcher. Ils sont sortis de l'environnement affectif, de là où on les aimait, où on les avait caressés, où finalement, ou même on les jetait parce qu'on en avait marre. Il ne peut plus, il sort du temps même. Il entre dans une temporalité à tout jamais. Alors que dans la vie, ça circule aussi. Bon. Donc on peut repenser à ça et on peut repenser qu'est-ce que seraient des conservations, des préservations qui s'opposent justement à la destruction rapide que met en place l'impérialisme et le capitalisme, dont on voit encore des exemples dans plusieurs endroits du monde, de protéger de la destruction. Et alors, à la fin, en 2 mots, ce que je proposais à la fin, parce que quand même, c'était bon, qu'est-ce que serait un post-musée? Bon, déjà, peut-être que le terme musée lui-même on peut laisser tomber, mais gardons musée, je dis, parce que finalement, il y a énormément de communautés dans le monde qui demandent des musées. Parce que c'est le terme qui est associé à préservation, conservation, quoi, protection. Donc, je disais post-musée au sens de quel est l'endroit, quel serait l'espace de préservation et de conservation, qui serait un espace aussi où serait discuté comment préserver, pour qui, pourquoi, quoi, qu'est-ce, pour combien de temps, en accord donc avec des demandes des communautés ou des peuples en danger. Quelle serait son architecture aussi? Est-ce qu'on peut pas laisser tomber ces immenses gestes architecturaux qui posent des problèmes? Qu'est-ce que ça veut dire faire un musée aujourd'hui avec la catastrophe climatique? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi le faire? Pourquoi les musées sont toujours dans des capitales?
dans des grandes villes. À Dakar, le musée des civilisations au Sénégal, est à Dakar, mais vous avez très peu de Sénégalais qui vont quitter Saint-Louis du Sénégal pour venir à Dakar pour aller voir le musée. Donc il y a aussi il y a pas d'idée, si je puis dire, d'imagination. Pourquoi il n'y a pas des petits musées mobiles? Pourquoi il n'y a pas des choses, je veux dire, dans des bus qui se promènent? Pourquoi pourquoi on pense, pourquoi on n'arrive pas à sortir? Alors évidemment, il y a la force du modèle occidental, parce qu'en plus, le modèle occidental a marché, et c'est un endroit où tout le monde va. Comme vous le savez, le Louvre est un des musées les plus visités au monde. Donc, tout le monde voudrait aussi avoir ça, pour avoir du tourisme, pour avoir du prestige, pour avoir de la gloire. Mais c'est absolument pas en relation c'est pas tellement en relation avec des communautés. Justement, sur la restitution, 2 mots très rapidement. On voit la restitution en général comme, on va rendre les objets. Mais on ne rentre pas dans le détail, alors que finalement, vous avez une multitude de situations. Quand je visitais le musée à Vancouver, il y a des communautés autochtones qui ne veulent pas le retour des objets, qui disent au musée, vous êtes des voleurs, on veut pas vous parler. On veut absolument pas avoir affaire avec vous. On ne parle pas des voleurs. Il y en a d'autres qui disent, on ne sait pas encore, on n'a pas encore décidé, donc les objets, vous pouvez les garder pour l'instant, mais on ne veut pas que vous les montriez. Donc ils restent dans vos réserves, mais vous ne les montrez pas. Il y en a d'autres, par exemple, d'autres communautés où ce sont des ancêtres qui ont cédé les objets, qui ont vendu les objets, pour préserver leur peuple de la famine, à un moment donné, ou avec les colons canadiens. Et donc les descendants disent, on ne veut pas les reprendre, parce que dans ce cas, on contredirait ce qu'ont fait nos ancêtres pour nous sauver, à l'époque, mais on veut, nous, ajouter quelque chose à ce que vous montrez. Il y a d'autres peuples en Indonésie, des communautés indonésiennes qui ne veulent pas que les objets reviennent parce que c'était des objets sacrés qui avaient une place particulière et leur retour des années après peut provoquer des conflits ou des problèmes. Donc là, la restitution, elle est pas simple, elle est pas comme ça, c'est pas on vous rend. Ensuite, elle est très souvent pensée d'État à État. Donc il y avait une communauté autochtone aussi au Brésil qui disait, alors il y a un très beau manteau sacré de rituel qui était au Danemark ou en Hollande, qui va être restitué, et les membres de la communauté disaient que oui, mais ça va aller à un grand musée à Sao Paulo au Rio, donc pas chez nous, dans un musée national. Donc finalement, dans un musée, dans un pays qui s'est constitué aussi comme État colonial. Donc, je veux dire, le musée, lui aussi. Donc, on voit que il faut entrer vraiment dans les situations. Et il y a une multiplicité de cas. Il ne faut pas se dire restitution, réparation, voilà. Et puis aussi, il y a aussi peut-être la dimension que les musées occidentaux doivent porter le fardeau de leurs crimes. C'est pas aux autres de porter le fardeau. Je veux dire, ils ont leurs réserves remplies, ils ont plus de place. Tant pis pour eux. Personne ne leur avait demandé de remplir. Je veux dire, ils savent plus. Il y a des endroits, des musées en Angleterre, ils n'ont plus de place. Les réserves sont pleines. Alors il y a des objets, par exemple, archéologiques qui sont en train de découvrir dans des recherches archéologiques. Ils ont plus de place pour les mettre. Eh bien, ils ont volé. Je veux dire, c'est quand même pas, d'abord, c'est pas au voleur de poser les conditions de la restitution. Je veux dire, on vous vole quelque chose, le voleur vient vous voir, on dit, je te le rends, si ça met depuis quand? Non, j'en fais ce que je veux. Je veux dire, tu me le rends, et puis j'en fais ce que je veux. Ça, c'est une première chose. Et d'autre part, il est tout à fait possible que des communautés, par exemple, il y avait un cas à Manchester, où une communauté aborigène d'Australie est allée voir, il y avait plusieurs objets au musée de l'université. Ils ont étudié pendant plusieurs mois et ils ont dit on n'en veut que cela, une dizaine, les autres on n'en veut pas. Donc ça veut dire aussi que c'est aux communautés de décider, de prendre le temps, ce qui voudrait dire que les musées ou galeries, etc., ouvrent complètement leur collection, leur documentation, leur archive, payent pour la résidence de personnes qui prennent le temps. Donc on voit qu'on n'est pas du tout dans cette logique pour l'instant. La dernière chose aussi, c'est n'oublions pas l'incroyable rôle du privé aujourd'hui et des fondations privées, du marché de l'art, qui est énorme, qui pèse énormément sur le marché, sur le monde de l'art, qui a les moyens d'ouvrir des musées eux-mêmes, d'avoir des collections, de peser sur le choix des programmations, et là, qui à côté de justement d'institutions publiques qui peuvent, elles, manquer de subventions de plus en plus. C'est-à-dire aussi, quand on dit le musée, plusieurs choses. 60% sont au nord, à l'Occident. Il y a 0,08% en Afrique. Donc, quand on dit les musées, c'est quand même quelque chose d'occidental, d'une part. Mais même à l'intérieur des pays, il y a d'énormes différences entre certainement le Louvre et un musée à Saint-Étienne.
Bon, je veux dire, c'est vraiment, il y a aussi des hiérarchies à l'intérieur. Donc tout ça est à poser quand on pose ces questions. Et je sais que comme on veut me poser la question du musée sans objet, je n'en parlerai pas, parce qu'on m'a dit qu'on va me poser. Mais, hein? Non, justement, on voulait que vous en parliez. Oui, c'est ça. Ah, maintenant? Ouais. Ah, je croyais que vous alliez me poser la question. Bon, ben d'accord. Donc le musée sans objet, c'était un peu dans cette réflexion, quels sont les musées? Et en 2002, à l'île de la Réunion, il y a le conseil régional qui propose qu'il y ait un musée, qu'il se construise un musée sur le peuplement de la Réunion. L'île de la Réunion, vous le savez peut-être, n'avait pas de population native. Hein, donc toute la population a été amenée, esclave du Mozambique et de Madagascar, ou d'autres endroits de l'océan Indien, puis ensuite engagés travailleurs de Chine, Vietnam, Inde, et puis aussi toujours de Madagascar, des migrants du Gujarat et d'autres endroits, et évidemment des colons venus de France. Donc mais la question c'était pas de raconter simplement cette histoire, c'était qu'est-ce que c'était que cette île qui est dans l'océan Indien et comment raconter ce qui s'y est fait, ce qui s'y est passé. Alors au début, la région a donné ce travail de conception à une agence française qui fait ça, hein, qui propose des programmes scientifiques et culturels. Et on nous l'a donné à Karpana Marimutu, qui est un poète et un professeur de littérature de l'océan Indien, à voir ce qu'on en pensait. C'était en 2002, 2004. Enfin bon, on l'a lu, on a dit, bon, vous pouvez le jeter. Parce que, en fait, c'était, voilà ce qui se passe en France, qu'est-ce qui se passe à La Réunion. Donc, on était un miroir, on n'était qu'un miroir, si vous voulez. Alors, rien tient à la Révolution, comment ça se passe à La Réunion? Il y a ça. Alors, et puis avec un miroir, alors qu'il y a des événements en France qui n'ont aucun écho à La Réunion, ou qui ont un autre écho. 1848, pour en France, c'est la Révolution. À La Réunion, c'est l'abolition de l'esclavage. Donc, il n'y a pas du tout la même conscience de la date. Donc, ça, c'était une première chose. Donc, on a dit, on va reprendre la temporalité et la spatialité. La temporalité, ça ne sera pas la temporalité coloniale. On ne naît pas avec la colonisation, même si l'île de la Réunion devient quelque chose d'habité avec la colonisation. Les gens, les femmes et les hommes qui sont amenés par la France comme esclaves ou autres, viennent d'endroits développés qui ont circulé entre eux, qui ont des villes, qui ont des commerces, qui ont des organisations politiques, culturelles. Ils n'étaient pas sur la berge à attendre que les Français arrivent, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est que ce monde? C'est le monde de l'océan Indien. Quel est le monde de l'océan Indien? C'est pas du tout de l'Atlantique. Donc il fallait aussi qu'on s'arrache au paradigme atlantique qui est très puissant. L'océan Indien, c'est un espace d'échange millénaire entre l'Afrique et l'Asie depuis au moins le Xe siècle. Hein, je veux dire parce que d'une part, les gens sur les côtes observent que les moussons poussent les bateaux de mai à septembre depuis, on peut dire, le nord de Madagascar jusqu'à le sud de l'Inde. Et après, vous pouvez reprendre vers la Chine. Ensuite, après, il y a les liens avec les routes commerciales qui se faisaient. Et de septembre à mai, ça redescend dans l'autre sens. Donc, les boutres, très, très tôt, il y a des échanges, très, très tôt. Et puis, il y a les grandes expéditions chinoises qui se font aussi au XIe, XIIe siècle, qui fait que, par exemple, on trouve de la porcelaine chinoise dans l'île de Kilwa, qui est au large du Mozambique. Donc, il y a des échanges. Il y a aussi des pèlerinages, hein, la Mecque devient un pèlerinage. Il y a aussi des pèlerinages autour de Bouddha qui font qu'il y a des circulations. Il y a la naissance de la civilisation swahili et de sa langue, qui est la rencontre entre musulmans et bantous sur toute la côte est de l'Afrique. Il y a des ports, il y a des villes-ports extrêmement importantes qui sont comme des États, comme ce qui est étudié en Europe pour les cités-États d'Italie. Donc il y a des circulations, il y a des marchands, il y a des capitaines, et les Africains dans ce monde ne sont pas que des esclaves comme dans le monde atlantique où des marins sont aussi des marchands, des soldats. Il y a traite des esclaves, mais ne sont pas que ça. Donc on se dit voilà notre espace. Et voilà notre temps, le temps de l'océan Indien, le temps créé. Notre espace, c'est celui-là, dans lequel, évidemment, il y a la France, puisqu'on a été une colonie française esclavagiste, mais elle est en périphérie. Elle est là, mais aussi en périphérie. Pas seulement géographiquement, ce qu'elle est quand même, géographiquement et totalement là-bas, mais aussi dans la formation même de cet espace. Les liens qu'on a avec la grande île de Madagascar, qui est une île extrêmement importante dans l'histoire de l'océan Indien et qui est complètement négligée quand on est ici, quoi. On sait à peine ce que c'est. Donc on affirme ça. Alors c'est la première affirmation de temporalité et spatialité. Et puis la question des objets, le fait que finalement, comme vous le savez, en Europe justement, comme on l'a dit, c'est l'objet qui raconte l'histoire. Vous avez l'objet,
C'est fabriqué au XVe siècle, dans tel endroit, voilà, puis on raconte l'histoire si c'est tel artiste. Si vous n'avez pas d'objet, c'est comme vous n'aviez pas d'histoire. Or, il y a rien comme objet matériel qui témoigne de l'histoire des esclavisés à La Réunion. Rien, absolument rien. Il n'y a pas un seul objet, ni des engagés. Les plus anciens objets sont des objets qui dateraient, on pourrait dire, de 1910, 1920, des objets populaires, des classes populaires. Et puis, ce qu'il y a, c'est les grandes maisons de maîtres esclavagistes avec leurs meubles anglo-indiens, enfin le genre d'habitation, d'architecture qu'on trouve du sud des États-Unis, en passant par les Caraïbes, le Brésil, jusqu'à l'île Maurice et la Réunion. Donc rien de particulier, d'extrêmement intéressant. Donc la question, c'est, on n'a pas d'objet, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas d'histoire? Évidemment non, et qu'on n'a pas de récit. Donc on a dit, on laisse tomber les objets. On ne va pas partir des objets, on va partir des récits. On va trouver des récits, et même quand ces récits sont fragmentaires et pleins de trous, par exemple, ce n'est pas grave, on en tirera quelque chose. On montrera justement qu'il y a des manques et des trous, et que c'est ça aussi l'histoire des colonisés et des subalternes. C'est une histoire de trous et d'absence. Donc c'est pas non plus à éviter. Et ces histoires donc fragmentées, et on aurait utilisé, je dis on aurait parce que le musée n'a jamais été construit, hein, l'opposition a été vive, locale de la droite et de l'État français. On aurait utilisé les techniques du cinéma, du théâtre, de la performance. On aurait aussi beaucoup utilisé le conte, l'histoire par la voix. Raconter l'histoire plutôt que par le texte. Donc, par exemple, raconter des histoires. On voulait aussi, par exemple, pour le code noir, on voulait le montrer, mais on voulait surtout pas justement que ce soit un objet authentique, fétichisé. Aujourd'hui, quand vous allez dans les musées, que vous voyez le code noir, il est sous vitrine, il est ouvert à une certaine page, et c'est comme un objet, un livre sacré qu'on regarde. Mais on s'est dit, mais ça n'a rien de sacré, c'est un code de loi inique, raciste. On va pas en faire quelque chose comme si c'était une archive, vraiment une Bible, un Coran, un texte de Confucius. Bon, ça va pas, non? Donc on s'était dit, on allait en acheter quelques centaines en livre de poche, là, petit livre de poche, et qu'on pourrait justement le manipuler et regarder. Mais qu'est-ce que cet article raconte? Qu'est-ce que ça veut dire, cet article 14? En quoi qu'est-ce qu'il explique? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et quelle est sa résonance aujourd'hui? A-t-il une résonance dans le monde d'aujourd'hui? Sur la question du travail, par exemple, sur la question du corps, sur la question de la femme et de l'homme, en quoi ça résonne avec des choses aujourd'hui? Donc c'était vraiment permettre justement ce que les musées ne permettent pas, c'est de toucher les objets. Que ce n'est pas. Donc on n'aurait eu aucun objet authentique. Je veux dire aussi au sens de la préservation, de la conservation. Ça, c'était un choix qu'on avait fait. Parfois, on ne peut pas le faire, mais nous, on avait fait ce choix que les objets s'abîmeraient et on en referait. On n'avait pas besoin de la chose authentique. On s'inspirait aussi, comme vous le savez, de ce qui se fait au Japon, c'est-à-dire la reconstruction de temples sur exactement le même modèle des temples faits au XIe siècle. Donc, quand vous les visitez, vous croyez visiter l'authentique ou l'original, vous visitez quelque chose qui a été reconstruit il y a 5 ans ou il y a 10 ans, mais exactement pareil. Donc il y a aussi quelque chose de comment on pense ce que ça veut dire la transmission d'une pratique ou d'une technique. Donc en fait, c'est toutes ces questions, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon ça prendrait trop de temps, mais c'était cette idée. C'était aussi, comme je l'ai dit, de penser vraiment à l'architecture. On voulait pas simplement penser au contenu. C'était très important pour nous parce que beaucoup de bâtiments à La Réunion, bâtiments institutionnels, sont construits comme si on était, à Saint-Étienne. C'est une île tropicale, donc il y a constamment l'air conditionné à fond et la lumière artificielle dans un pays où il y a de la lumière et où il y a la brise qui vient de l'océan. Donc on avait dit pas d'air conditionné, absolument pas, pas de lumière artificielle, le moins possible. Aussi, moins de séparation culture-nature, c'est-à-dire que vous avez le beau musée, puis vous avez le beau parc autour dans lequel vous allez promener. Non. Sur le modèle architectural qui va de l'Afrique du Nord au Japon, de la cour intérieure, enfin qu'on voit dans plusieurs continents, et qui font ce travail de relation entre l'intérieur et l'extérieur, entre les plantes et la vie. C'était aussi un musée où on pouvait s'asseoir partout, parce que, comme vous le savez, c'est épuisant de visiter les musées. Il n'y a jamais assez d'endroits pour s'asseoir. Donc, c'était aussi penser le corps dans le musée. C'est-à-dire, le corps doit être, ça doit être confortable. Et on avait observé aussi, par exemple,
comment les gens vont quand ils vont dans des lieux publics, dans les cinémas ou dans les le fait que toute la famille allait au comptoir pour acheter les billets et discutait. Et en fait, évidemment, ça ne rentre pas du tout dans l'économie il faut faire vite, tout ça, etc. Donc, on avait pensé que, surtout, et puis alors après, vous avez les chemins comme ça, comme dans les aéroports, là, tout ça. Enfin, on avait pensé à rien de tout ça. Donc, il y aurait eu plein de petites tables avec des chaises où les gens auraient pu s'asseoir même pendant 20 minutes. Mais alors, si on fait ça, est-ce qu'on peut revenir? Et si on fait ça, qu'est-ce que je fais ça? Enfin, je veux dire, avoir le temps de comprendre tout ça. Et puis, pour les énerver, il y aurait eu le truc, tac, 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 j'ai mon ticket comme ça, et puis sur mon smartphone. Bon. Mais c'était de penser à tous les niveaux de confort et de circulation. Comment le corps circule. Qu'on puisse revenir sur nos pas, qu'on puisse sortir à tout moment, qu'il n'y ait pas justement cette espèce de linéarité qui s'impose, notamment dans les musées d'art et d'histoire, et qui fait qu'on débouche toujours sur du progrès, sur un mieux. Le musée de l'apartheid à Johannesburg, c'est cela. Hein. On entre dans l'horreur de l'apartheid et on termine dans la nation arc-en-ciel. Bon, alors évidemment, c'est dans les musées de l'esclavage aussi. Hein, les musées de l'esclavage, ça commence par l'horreur et ça se termine toujours sur quelque chose de, voilà, le vivre ensemble, tout le monde ensemble, toutes les couleurs du monde ensemble. Et très peu de choses justement sur l'économie que ça sous-tend. Et il y a très peu de discours, il y a très peu de réflexions sur l'économie du musée, hein, sur comment vit un musée. Et donc, c'était ce qu'on appelle l'économie politique, enfin matérialiste. Donc, c'était ces questions que nous nous sommes posées. Le projet a été, quand même, il y a eu un travail de 10 ans sur le projet, avec beaucoup de choses faites, notamment avec la population, en rapport, d'expliquer pourquoi c'était sans objet, d'expliquer aussi tout cela. Mais il y a eu une très, très forte opposition locale sur le fait que, justement, c'était un musée sans objet, donc c'était des ricanements. Et puis sur plein de choses, quoi. En fait, finalement, le projet se termine, il disparaît en 2010. Il avait déjà des orientations, on pourrait dire, décoloniales dans son processus et dans sa pensée. Mais enfin, j'en parle dans le livre. Il y a des choses, je me dis, qui étaient quand même encore prises dans l'idée du musée, et depuis ça se serait affiné. Mais le fait que l'exposition n'était pas s'appuyait pas sur des objets et sur une collection, le rendait aussi plus souple la transformation, moins coûteuse, parce que comme vous le savez, c'est très très coûteux de changer des expositions. C'est extrêmement coûteux. Donc là, c'était aussi de permettre le changement de choses sans que ça soit impossible en disant non, on n'a plus le budget pour ça, il faut attendre encore 10 ans et puis ça commence à être complètement en dehors. Donc c'était aussi cette souplesse qu'on aurait fait entrer et qui aurait peut-être permis, parce que depuis, il y a 2 ou 3 choses, je me dis, c'était encore un peu trop classique. Enfin, classique au sens un peu trop. Voilà, donc, mais les post-musées, la dernière chose, c'est des post-musées, il en existe aujourd'hui dans le monde. C'est en général des petites choses, des petites tentatives, des petites initiatives. Enfin, quand je dis petites, c'est pas des grands machins nationaux, mais le modèle du grand musée national continue. Il y en a qui se construisent tous les mois, partout dans le monde. Il y a une énorme demande. Donc, on a à la fois la demande du grand musée, avec des États qui peuvent se le permettre, ou des milliardaires qui font des musées, et de l'autre côté, de plus en plus d'initiatives, d'autres formes de conservation, de préservation, et de comment on montre, et dans quel endroit on le fait. Ça n'a pas besoin d'être un grand musée, ça peut être une petite maison, un salon, une cour, enfin plusieurs ouvertures selon la situation et le contexte. Bon, je crois que je dois m'arrêter. Merci. Merci. On va essayer, nous, d'être synthétiques pour des raisons toutes simples. C'est qu'on veut donner aussi la parole au public et qu'on a des contraintes, comme vous le savez tous, d'horaire, etc. Donc, je vais essayer de poser une question concise. Et Françoise, idéalement, si vous pouvez répondre avec le plus de concision, sachant que c'est très difficile. D'ailleurs, en lisant ma question, je me rends compte que ça va être un peu difficile pour vous. Tout simplement parce que votre livre, il parle d'un concept qui est tellement important, qui est le concept d'universel. Le musée occidental est construit comme un musée universel.
l'Occident décide de ce qui est universel. Dans les études postcoloniales ou décoloniales, avec la désobéissance épistémique qui vous caractérise, certains intellectuels décoloniaux, je pense notamment à Souleymane Bachir Diane, parlent d'universel latéral. Les ennemis, à savoir les nationalistes, attaquent le décolonialisme en disant, vous voyez, ils veulent déconstruire l'universel et ils le font à des fins de haine de l'Occident. Vous écrivez une chose dans le livre qui est la phrase suivante, vous dites « Le monde occidental réussit à rendre naturel, c'est incroyable ça, naturel, comme appartenant à l'ordre des choses, une réduction du monde à sa théorie de l'universel. » Alors j'aimerais bien que vous nous disiez quelque chose sur cette notion, puisque quand vous vous attaquez à un mythe aussi solide que l'universalisme républicain, évidemment, qu'est-ce qu'on propose? Dénationaliser, désoccidentaliser, s'attaquer au capitalisme universaliste, parce que quand on parle de structure, on parle aussi de ce qu'on nomme jamais, mais qui est quand même l'histoire du capitalisme qui s'est construit avec l'esclavagisme et avec le colonialisme. Vous voyez, je pensais que c'était une question simple et qu'il pouvait avoir des réponses rapides. Est-ce que vous voulez poser plusieurs questions à la fois? Et puis j'essaie. Non, si vous voulez, au moins qu'on se limite à la question du musée universel. Comment désuniversaliser le musée sans qu'il soit régionaliste? Qu'est-ce que c'est un universalisme latéral, par exemple? Mais je pense que s'il ne faut pas penser le musée nécessairement comme universel, l'universalisme doit se penser nécessairement pas en dehors du musée. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait du Louvre? C'est pas un musée universel, c'est un musée, il est là, on va le voir, ou le musée du Quai Branly ou d'autres. Il ne faut pas se fixer là-dessus sur la question. L'universel se pose à... Bon, alors le musée, ce musée occidental se prétend universel. On peut lui dire que c'est une fiction et on peut lui prouver et démontrer que c'est une fiction. Mais votre question, c'est plutôt, ça pose sur l'universalisme républicain. Est-ce qu'il faut lui opposer autre chose? Est-ce que c'est un universal latéral ou le pluriversalisme de Balibar? Bon, je pense d'abord d'une part, l'universel a été pensé par des tas de sociétés. C'est pas que l'Occident qui a pensé l'universel. La plupart des sociétés ont pensé ce que ça voulait dire d'être là comme espèce humaine. Donc on pourrait aussi voir ce que d'autres civilisations ou d'autres philosophes ont pensé et de pas se fixer comme ça sur comment répondre à l'universel occidental, mais d'en prendre d'autres. Est-ce que c'est dénationalisé? Ça, c'est une autre question. Je pense la question de penser la nation. Oui, je pense que c'est vraiment une vraie question. Comment se construit la nation? Est-ce qu'il peut y avoir une nation qui n'est pas ethno-nationaliste, qui ne soit pas monolingue, qui ne soit pas monoculture? Oui. La désoccidentalisation, oui, si l'Occident est pensé aussi comme justement cette invention, pas une région géographique du monde. N'oublions pas que l'Occident, pour exister, a dû réprimer ses propres diversités. À réprimer, je veux dire, c'est pas avant ou après, pratiquement en même temps. Bon, on connaît la thèse de Silvia Federici, brûler les sorcières, brûler les Roms, l'antisémitisme, et de l'autre, le racisme colonial dans l'expansion et qui se passe, dit-elle, au même moment. Il y a la théorie aussi du philosophe noir Cedric Robinson dans Capitalisme racial qui dit que la racialisation, les processus de racialisation étaient déjà présents en Europe avant que l'Europe devienne coloniale. Avec les Juifs, avec les Irlandais ou d'autres. Je veux dire qu'il y avait des processus de racialisation, les Roms, à l'intérieur même de l'Europe. Bon, voilà. Donc, et que c'est un lien entre ces racialisations et le capitalisme et la naissance du capitalisme, dit-il. Une troisième remarque sur l'universalisme républicain, on pourrait dire déjà que si la République appliquait vraiment sa formule de liberté, égalité, fraternité, ça serait la révolution, parce que pour l'instant, il n'y a aucune de ces trois principes qui n'est, fraternité évidemment, entre guillemets, on va pas lancer là-dedans, vous comprenez ce que je veux dire. Mais déjà, la question, si on appliquait, ce programme de liberté et d'égalité, c'est la révolution. C'est la révolution, parce qu'il n'y a pas d'égalité dans la République aujourd'hui. Il n'y a pas. Et la liberté, elle est pour certains et certaines, c'est tout. Donc, déjà, il faut aussi, parfois, on peut reprendre les mots au sérieux. Vous savez que les révolutionnaires haïtiens ont pris au sérieux. Tous les hommes, naissent et demeurent libres et égaux en droit, ok. Nous aussi.
Ah oui, mais pas vraiment vous, on verra, etc. Ben non, si c'est ça, c'est ça. Donc il y a aussi des questions où on peut dire on pourrait revenir à une conception révolutionnaire de ces principes, à une conception révolutionnaire de ce qu'on appelle les droits humains. C'est-à-dire que par exemple, si l'accès à l'eau est vraiment un droit, eh bien pour l'instant, il est totalement violé partout. Il est absolument pas assuré. Et la première chose que font des armées, c'est de couper l'eau, comme l'État d'Israël l'a fait à Gaza en entrant. Donc, je veux dire, il y a des choses qui sont. Donc, la question de l'universel, quand c'est juste une formule pour parler comme ça, je veux dire, ça n'a aucune importance. Enfin, ça n'a pas aucune importance, mais c'est vraiment, c'est comment dit l'autre, comme dit l'autre, des éléments de langage. Ça n'a rien de concret. Il faut qu'on revienne à des. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, il n'y a pas d'universel. Il y a pas de pensée. Je veux dire, l'universel, ça serait quoi? Ça voudrait dire de traiter tout le monde de manière respectable, que aucune vie, toutes les vies comptent, hein, et non pas simplement les vies de certaines. Je veux dire que cette division entre les vies qui comptent et les vies qui ne comptent pas, elle s'effondrerait. Ça serait ça? Alors dans ce cas, oui. Mais si l'universel c'est juste une idée comme ça, vague, qui sert à perpétuer la fiction, non. Je veux dire, il y a des démocraties aujourd'hui, comme les États-Unis, ou le Canada, ou l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui se sont construites sur le génocide, l'extermination, le vol des terres. Et les États-Unis ont réussi, malgré tout, à se présenter comme le leader du monde libre, comme le défenseur absolu des droits, le protecteur des femmes et des enfants dans le monde. Donc il y a quelque chose qui est là, au cœur de la question de la coloniale, a été au cœur de la modernité occidentale. Donc est-ce qu'il y a une modernité qui ne serait pas celle-là, qui ne serait pas cette modernité coloniale? Est-ce qu'il y a un universel qui ne serait pas cet universel colonial, qui serait, bon, alors là, il y a les philosophes décoloniaux d'Amérique du Sud qui proposent des choses, mais on peut aussi voir chacun à partir de sa propre situation. Donc, qu'est-ce que ça serait dans la situation, par exemple, française, qui ne se limiterait pas à la France française? Qu'est-ce qui se passe pour le Kanaki, Nouvelle-Calédonie, pour les îles du Pacifique, pour la Guyane, pour la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et Mayotte, aujourd'hui, qui est quand même une honte dans la République. À partir de là, on parle de choses concrètes. La population de Mayotte n'a pas d'eau depuis des mois. En Guadeloupe, il n'y a pas d'eau depuis des années. Donc, je veux dire, moi, l'universel, je veux dire, bon, je sais pas, moi, je sais pas, moi, c'est une chanson, mais sans harmonie. Donc, je trouve qu'il faut parfois être très concret et ne pas se laisser prendre, justement, oui, mais alors vous êtes contre l'universel, tout ça. Non, mais moi, je réponds, non, mais d'accord, mais alors écoutez, accès à l'eau pour tout le monde, accès à la terre, accès à un toit, accès, je veux dire, pour les femmes, pour les travailleurs et travailleuses du sexe, pour les trans, pour les queers, tout ça. On est d'accord? Ben, dans ce cas, oui. Mais sinon, si vous êtes dans la parole, je veux dire, c'est une performance, vous performez. Bon, d'accord, mais c'est pas une performance très imaginative, en plus, très passionnante. Ok. Donc, nouvelle question, et avant de poser ma question, je vais lire un passage du chapitre sur la fondation Louma et Arles, enfin plus généralement, donc art gentrifié. Donc, page 109. Ce n'est pas d'accepter une invitation ou une subvention qui pose un problème en soi, c'est de choisir c'est de choisir d'ignorer les conséquences négatives de ces fondations pour les classes populaires et racisées. Il faut se demander pourquoi nous, militantes, militants, artistes, universitaires, antiracistes et anticapitalistes, sommes invités et ce qui nous fait répondre favorablement à ces sollicitations. Et donc ma question, elle est assez concrète, c'est dans le contexte actuel où l'après-école des travailleuses de l'art nous plonge dans une condition économique souvent précaire et difficilement tenable sur le temps long pour continuer à travailler, avec les institutions publiques et fondations philanthro-capitalistes, comment ne pas se retrouver à la marge et comment ne pas se retrouver aussi récupéré par ces derniers? En fait, quelles sont les marges d'agencement que tu as pu remarquer pour développer une position non pacifiée, complexe, radicale, à l'intérieur de ces organisations culturelles dominantes? Quelles tactiques Je pense pas qu'il y ait une norme.
tu vois. Je pense pas qu'il y ait une loi, comme on dit, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait s'appliquer en toute situation. Je pense qu'il y a des moments où il faut absolument refuser, parce que on sait que cette institution est prise dans, je sais pas moi, dans des crapuleries à un moment donné. On peut pas, c'est pas possible. C'est de plus en plus difficile à cause de la précarisation de plus en plus grande et le fait que les subventions publiques reçoivent de moins en moins de subventions, que de plus en plus on vous dit mais trouvez un mécène, trouvez une fondation. Donc ça c'est la situation concrète et il faut effectivement quand même manger et payer son loyer comme on dit. Donc c'est une vraie, je pense, lutte politique, de la lutte justement que justement Art en grève et puis dans le Massico vous aviez commencé, c'est-à-dire de parler du statut de travailleur et travailleuse dans l'art. Je pense que ça c'est un point justement qui ferait que justement les fondations s'appuient sur l'individualisme. Mais toi on va te faire, viens, on va ça. Et je suis là, moi je sais pas, moi je suis reconnue. Pourquoi je veux dire non? C'est difficile. Je peux avoir l'impression que je vais pouvoir faire quelque chose à l'intérieur. Et puis après il y a en fait 3 fois et demi sur 4 une déception, une frustration. Donc on est de toute façon on est dans un monde extrêmement brutal et pas du tout je veux dire c'est pas un monde généreux, ce sont pas des personnes généreuses, mais ce sont des personnes aussi qui ont compris que l'art était aussi un espace de pacification. Par l'art, on pouvait pacifier justement des mouvements radicaux, des mouvements. On le voit, hein, tout devient maintenant la décolonisation. Je veux dire, les archives de la décolonisation entrent dans les musées, ou les archives des mouvements sociaux entrent dans les musées. Donc, je pense que par rapport à ça, mais d'abord, c'est chaque situation et il faut des réponses collectives. C'est-à-dire, même si j'y vais toute seule, j'en ai discuté avec mes camarades et mes compagnons et mes compagnes. Nous, je sais que dans Décoloniser les arts, on exigeait d'être 2 chaque fois. On refusait toute invitation personnelle. On disait on sera à 2. Bon, parce que ça c'était une tactique. Donc ne pas se retrouver seul. C'est trop. L'isolement, c'est une des plus grandes armes, justement, d'isoler les personnes les unes des autres. Ça, c'est la plus grande chose. Ensuite, ne pas s'illusionner trop de la reconnaissance. Je veux dire, ça dure un moment, puis ça pourrait durer, mais on ne sait pas comment. La question aussi de la découverte de ce dont je parlais, on vous découvre, oui, mais enfin bon, l'invitation, qu'est-ce qu'on fait de l'invitation? Et renforcer les espaces autonomes qui sont effectivement pauvres. Ça, c'est une... mais on peut aussi se demander pourquoi c'est si pauvre en France. Quand je dis en France, parce que je compare à d'autres endroits que je connais, je sais pas, en Espagne ou à d'autres, où c'est beaucoup plus... Qu'est-ce qui se passe en France pour que ça soit si difficile de créer des espaces autonomes qui durent et qui offrent vraiment quelque chose, que ce ne sont pas totalement des squats où on va trembler de froid toute la soirée. Mais... ça, c'est une vraie question politique. Mais je pense, mais pour revenir, je pense que votre lutte pour la reconnaissance du statut de travailleuse et travailleuse de l'art est déjà quelque chose d'extrêmement important. Parce que ça vous protégerait. Déjà, ça protégerait. Ça, c'est des fondations et des institutions qui peuvent imposer aussi des conditions dans leur contrat. Enfin, je veux dire, il y a quand même tout un truc légal, hein, autour. Donc, au fond, que nous, on développe aussi, nous, dans le contrat, pas cet article, enfin, qu'on développe aussi nos propres, je veux dire, on n'a qu'à voir comment les travailleuses et travailleurs ont fait. Enfin, d'ailleurs, voilà, et prendre, parce que face à ces institutions, il n'y a qu'une chose, c'est l'organisation, c'est l'organisation et le rapport de force. Instituer un rapport de force qui, on gagne pas toujours, mais c'est quand même ça. De toute façon, la bataille, le combat, il est long, mais il est là. On renonce pas. Alors, vous écrivez l'entièreté de votre ouvrage en écriture inclusive. C'est important de le préciser vu que c'est quelque chose qui ne plaît pas à notre État. Votre avant-dernier chapitre s'ouvre sur des textes en créole et des citations. Vous citez notamment un poème sur l'aujourd'hui et demain d'Axel Gauvin, un écrivain ayant participé à la création de la modalité l'écriture tangole. Et donc,
En effet, la question de l'écriture du créole complète aussi énormément ces questions de transmission que vous soulevez. Et il est difficile de ne pas voir, en fait, dans la façon dont est écrit l'ouvrage, aussi un positionnement politique fort. Et j'aimerais vous demander, en fait, quelle place l'écriture et l'oralité, en fait, occupent-elles, en fait, dans vos processus de recherche, et aussi quelle place vous souhaiteriez donner à l'écriture et l'oralité dans nos combats et dans les objectifs décoloniaux et anti-impérialistes. Ok, merci. Bon, déjà, sur la question de l'écriture, quand on a quand même publié des textes, pas mal de textes autour du projet du musée, et systématiquement en créole. Systématiquement parce que on nous disait que le créole ne pouvait pas refléter une pensée complexe. Bon. Donc, comme on écrivait quand même des choses théoriques, comme on dit, on a tenu à les écrire en créole. Donc, il y avait créole, français et anglais. On tenait sur la question des langues. Dans le musée, on voulait faire entendre toutes les langues qui ont été parlées sur cette île. Parce que on disait, elles n'ont pas disparu parce que les gens posent leurs pieds et deviennent esclavisés. Genre les gens, ils pensent toujours en malgache, en ourdou, en tamil, en shimaoré, enfin bon, en cantonais. Enfin, je veux dire, on abandonne, je sais pas, cette langue disparaît pas. Et donc cette manière même où toutes ces langues disparaissaient même derrière le créole nous posait question. Et on voulait qu'on entende ces langues et que dans certaines installations, elles ne seraient pas traduites. Parce qu'on ne voulait pas non plus cette question de la transparence absolue qui est exigée par le monde occidental, qui veut tout comprendre tout le temps. Je veux dire, donc pourquoi les gens ne parlent pas français quand on va en Afrique du Sud? C'est quand même un scandale. Donc la question c'était non. Après tout, on doit aussi ressentir le fait d'être de ne pas qu'on soit mise dans la position de la personne. Vous ne comprendrez pas ce qu'on dit. Parce que finalement, les esclavisés parlaient malgache. Beaucoup sont venus de Madagascar, ou alors le shimaoré ou le swahili. Et on se disait, mais il n'y a pas de raison que ça soit traduit, parce que ça leur permettait en plus de passer des messages que les autres ne comprenaient pas. Donc il fallait aussi faire ressentir, faire résonner ça. Donc la question, l'oralité, notamment, on avait aussi imaginé que on n'allait pas séparer l'espace de la parole, de l'échange. En général, dans les musées, il y a l'espace de l'exposition, puis il y a l'amphithéâtre ou l'endroit de rencontre. Ça serait au milieu. Ça aurait été au milieu. On appelait ça le théâtre de l'oralité. Et ça aurait été évidemment là beaucoup la place à la parole, notamment parce que on pensait aussi que beaucoup de récits passent énormément par le conteur ou la conteuse. Et notamment dans beaucoup de cultures, et que en fait la voix humaine est un formidable instrument de transmission, formidable quand on a envie d'écouter, quand les gens qui racontent bien, on a envie de les écouter, et parfois même, comme vous savez, les enfants veulent la même histoire qu'on raconte, parce qu'il y a quelque chose aussi dans la voix qui fait, je sais pas, qui c'est pas seulement ce qui est dit, il y a aussi un chant de la voix, quoi, voilà, donc on voulait faire aussi entendre ça, quoi, la force de la voix humaine, puisque la voix humaine c'est aussi celle qui transmet les messages, celle qui finalement ça a à voir aussi avec la respiration. Si on respire pas, on peut pas parler. Donc ça a à voir aussi avec la soulever justement, rejeter l'oppression. L'oppression fait qu'on peut plus parler, on est là, ça pèse sur la poitrine. Et là, c'est au contraire, on ouvre la poitrine et on parle. Donc la parole était très, très importante aussi dans ce processus de se libérer de l'oppression, de se libérer du poids. Donc on mettait ça très en avant. On voulait aussi, par exemple, on avait pensé que pour faire aussi entendre l'océan Indien, ça aurait été à travers la poésie. Donc faire entendre tous les poèmes de tous les pays, de toutes les cultures autour, c'est-à-dire autant Madagascar, Mozambique, Tanzanie, Sri Lanka, enfin bon, tous ces et les différents pays, parce que la poésie, on pensait aussi justement, c'est très souvent dit, c'est très souvent déclamé, c'est ça on dit déclamé, et c'est il y a quelque chose qui s'entend même si on comprend pas les mots. Ouais, je sais pas. Donc c'était ça qui était important pour nous dans l'oralité. C'était pas simplement de dire les choses au lieu de les écrire,
c'était aussi que faire porter par la voix d'autres choses que des phrases de la pensée, pour parler comme ça. Donc ça, c'était très important. Et la langue créole, évidemment, celle de la Réunion, puisque, comme vous le savez, il y a des créoles. Mais bon, celui de la Réunion, puisqu'on était là-bas, ça aurait été celui-là. Et dans les textes, on aurait mis le créole. S'il y avait des textes dans le musée, systématiquement le créole. C'était extrêmement important, et pas comme illustration. Pas comme illustration d'un folklore ou d'une petite... quelque chose d'un tropical. Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse. Et ensuite, du coup, une dernière question qui aurait peut-être bénéficié d'un peu plus de temps, mais il ne nous en reste pas non plus énormément. Et il y a les questions du public après. Alors, en fait, dans le chapitre Le modèle noir et le cadre blanc, en fait, vous parlez notamment de l'exposition Le modèle noir de Géricault à Matisse. Et vous parlez notamment, en fait, de la place du corps noir dans la représentation. Donc, en fait, que sont les corps racisés sur toile et dans les cartels. Et vous opposez notamment à ces analyses, enfin, à ces tableaux et notamment à celui de Manet, la pratique de l'artiste Lorraine O'Grady avec ses performances Mademoiselle Bourgeoisie Noire et Art Is. Et vous appuyez également sur un texte de Lorraine O'Grady qui est une analyse en fait du tableau de Manet. C'est ce chapitre en fait aussi nous amène en fait en tant que jeunes racisés, en tant que jeunes artistes et designers racisés, quelle est notre histoire vis-à-vis de ces œuvres? Quelle est notre histoire vis-à-vis de ces interventions? Et en fait, vous, quelles sont les indications de survie? Quels sont les avenirs possibles et les espoirs que vous entrevoyez, justement, pour les jeunes racisés, pour les artistes, les designers racisés? Bon, déjà, vous voyez, dans le modèle noir, ce qui nous avait choqué, enfin, c'était, vous arriviez au musée d'Orsay, c'était sur le modèle noir, alors célébration de la découverte de qui était la servante dans le tableau de Manet, et tous les gardes étaient des jeunes noirs. Alors déjà, ça m'avait semblé quand même assez problématique, et le fait aussi que la direction n'ait pas remarqué, n'ait pas pensé que, tiens, quand même, est-ce qu'il n'y a pas, je veux dire, et c'est aussi ces points aveugles qui m'intéressent, cette naturalisation, des choses. C'est-à-dire qu'on fait comment on nous éduque à ne pas voir ce qui est sous nos yeux. C'est là, c'est pas caché, hein, c'est pas caché, c'est là, on le voit pas. Donc cette chose, déjà, je pense que c'est toute une question. Alors là, ce tableau, bon, c'est quand même hyper problématique, mais enfin, il est très symptomatique justement du récit national, de l'abolition de l'esclavage donné aux Noirs qui sont à genoux. Il y en a l'autre qui embrasse les mains de deux femmes blanches. Enfin, je veux dire, là, ils saluent le représentant de la République. Derrière, il y a les marins, puisque c'était le ministère de la Marine qui était le ministère des colonies. Bon, ça c'est vraiment la représentation parfaite, absolument parfaite de l'abolition comme geste généreux de la France envers les esclavisés. Mais pour revenir sur cette question de comment faire face aux violences, je veux dire, bon, des représentations pour des jeunes racisés. Bon, d'une part, il y a aussi tout ce travail fait par des personnes comme Lorraine O'Grady. On n'est pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Et énormément de travail a été fait. Donc parfois on vous les enseigne pas, mais vous pouvez les trouver. C'est pas non plus de nouveau, par exemple. Il faut oser aller chercher. Je veux dire, justement, Lorraine O'Grady, je voulais montrer qu'elle avait déjà analysé le tableau de Monet et que dans le modèle noir, tout d'un coup, il y avait une découverte de ce qui avait déjà été analysé. Pourquoi le travail d'une artiste noire n'était pas intégré dans l'exposition du modèle noir, comme si c'était les commissaires de cette exposition qui avaient découvert ce que Lorraine O'Grady avait découvert. En plus, elle avait rajouté quelque chose à cette découverte de la question de la servante noire, et qu'elle ne montrait pas comme toute la question était d'avoir découvert son nom et découvert le nom de la portrait d'une noire. Mais je veux dire, bon, le nom, c'est quand même en plus je veux dire, les féministes ont quand même, enfin, des féministes ont quand même travaillé sur la question du nom. Je veux dire, on aurait pu aussi, je veux dire, les
on aurait pu y penser. Mais d'une part, je pense que pour les artistes racisés, les artistes et les étudiants en art, il faut vraiment se constituer cette bibliothèque pour ne pas se sentir seul. On n'est pas seul, pas du tout. On a eu plein de personnes avant qui ont ouvert les portes. Et même aussi dans la tradition blanche, pour parler comme ça, des personnes ont ouvert la porte. Il faut absolument ne pas penser que vraiment ce n'est pas à notre portée. Ça l'est. La question, c'est qu'est-ce que ça reste dissimulé? Ou alors tout d'un coup, il y a une découverte. On va avoir une découverte de Lorraine O'Grady, ça je peux vous le jurer. C'est comme il y a eu des découvertes par exemple là récemment, de cinéastes, comment elle s'appelle celle qui a fait Guizamba. Oh mon Dieu, son nom va me revenir, pardon. Bon, faut pas que j'y pense. Enfin bref, il y a beaucoup plus qu'on ne pense une vraie bibliothèque. Une vraie bibliothèque sur laquelle il faut s'appuyer, qu'il faut lire, et puis se constituer en collectif. Et ça va pas changer tout de suite. Il y a énormément de résistance, comme vous le savez, à l'intérieur des institutions, par paresse, par peur, par opposition idéologique. Il y a des tas de raisons. Et de toute façon, tous les combats ont toujours été longs. Tous les combats, c'est parce que finalement, on s'oppose à quelque chose. Là, par exemple, cette histoire de l'art, ça fait des siècles que ça dure. Et il y a eu des oppositions, notamment ici en France, quand même, le mouvement de la négritude en était un, hein, justement recherchant une autre esthétique. Alioune Diop et tous les autres dans la revue Présence africaine. Donc, c'est pas un combat d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il a pris une autre dimension aujourd'hui, parce que quand même, il y a eu tous les mouvements comme Black Lives Matter et d'autres, il y a quelque chose qui s'est quand même transmis beaucoup plus largement. Donc vous avez beaucoup plus de force, mais simplement, il faut prendre conscience de cette force. Et évidemment, en face, c'est un rouleau compresseur. Et puis il laisse pas tellement d'espace pour respirer. Il faut se donner des lieux pour respirer. C'est vraiment important. Donc, par rapport à une exposition comme le Modèle Noir, qui était une exposition de pacification, à mes yeux, justement de quand même prendre cette question, quand même, enfin, il était temps, on peut dire. Mais comme je le dis dans le livre, il faut faire attention au c'était mieux que rien, c'est mieux que rien. Qui est la chose, quand même, le Modèle Noir, c'est quand même bien, c'est mieux que rien. Et vous aviez rien, vous avez ça maintenant. Donc, soyez contents, quoi. Et le c'est mieux que rien est quand même une formule tout à fait, quand même problématique. Pourquoi on devrait se contenter du c'est mieux que rien? Alors, les autres ont tout, et puis nous, on a une petite chose et on devrait se contenter. Donc, c'est aussi se battre contre le c'est mieux que rien. Non. Il n'y a pas question que ce soit mieux que rien, parce que rien c'est quoi alors? Rien c'est quand le total effacement. Le mieux que rien, c'est une toute petite place dans le couloir, même pas dans le salon, et surtout pas à la table. Donc ça va pas, non? Non, on veut et on fera nos lieux. On ne veut pas rentrer dans votre salon non plus, parce que finalement, c'est un salon patriarcal, on s'ennuie, on se dit, la conversation, ils sont totalement ennuyeuses, et donc on veut faire nos propres espaces. On aura nos propres espaces et on leur trouvera la manière d'y être. Ça va pas être facile, on est aussi nous-mêmes pris là-dedans, mais je pense que oui, c'est ça. Je dirais, ça va se multiplier les choses comme le Modèle Noir. Il faut que les institutions répondent à la montée, à la demande. Donc là-dedans, il faudra trier. Il y a des choses qui sont peut-être pas plus mal que d'autres, ou il y a des choses et puis il y a des effets inattendus toujours. Hein. Donc le Modèle Noir, il a été très visité. Ça a peut-être des effets inattendus sur des jeunes racisés que l'on visitait, qui sont dit tiens, j'avais pas pensé à ça, mais qui en feront quelque chose que n'était pas prévu par le commissariat du Modèle Noir. Il faut toujours penser qu'il y a quand même des effets inattendus. Et donc ces effets inattendus, peut-être qu'on les verra pas tout de suite, mais on va les voir. Et je veux dire, il y a un mouvement irréversible, absolument irréversible. Il est là, il est porté depuis des siècles, mais là, il est irréversible. Alors en face, ça panique et ça tape fort. Parce que quand les gens ont peur, ça tape fort. Les puissants, quand ils ont peur, ils tapent fort. Ils censurent, en ce moment, ils censurent. Ils utilisent, ils achètent les télévisions, les radios, tout. Parce qu'ils paniquent. Donc il faut aussi ne pas sous-estimer la peur qu'on leur fait.
La peur, parce qu'ils savent que tout leur patriarcat racial, tout ça, là, ça bouge, là. Ça bouge, là. Et ça continuera à bouger. On ne va pas se laisser faire. Donc, voilà. Là, je suis devant un dilemme, c'est-à-dire qu'on a obligation de fermer dans 25 minutes. On voulait vous donner la parole. Le dilemme est le suivant, c'est que, vu le contexte politique et les prises de position très importantes de Françoise Vergès, notamment en ce qui concerne la Palestine, on aurait aimé qu'elle nous parle, et elle aurait aussi souhaité le faire, de ce qui se passe actuellement à Gaza. Donc il est peut-être possible qu'il y ait peu de questions qui soient posables. Je m'en excuse parce que je pense que c'est important que vous preniez la parole sur la Palestine. S'il reste un peu de temps... mais vous voulez pas qu'on prenne quand même 3 questions et je parlerai de la Palestine, ne vous en faites pas. Bon, alors posez des questions, elle vous parlera de la Palestine. Qui est-ce qui a un... Voilà, attendez. Bonsoir madame. Est-ce que vous pensez que le musée à l'occidental ne pourrait pas libérer de son particularisme religieux l'objet africain par exemple? Est-ce que c'est pas une ouverture au monde par l'universel et le fait de ne pas laisser l'objet sous une emprise religieuse? Oui, mais qui va décider de cela? Les conservateurs du musée? Je veux dire, ce serait peut-être les personnes chez qui cet objet, pour encore objet entre guillemets, a été fait, a été réalisé. Sinon, la manière dont le musée occidental a été conçu ne rend pas possible la transformation de l'objet en autre chose que justement en objet à regarder, à contempler. Restituer un objet, par exemple, comme vous le dites, de libérer de son particularisme, qui va le réclamer? Comment ça se passe? Est-ce que moi j'ai le droit finalement d'aller et de prendre un objet et d'en faire ce que je veux? Est-ce que j'ai le droit de le libérer? Vous vous souvenez du militant africain qui est allé au musée Branly et qui a pris un sceptre pour sortir en disant je le libère, je le rapporte à la maison. Il avait raison, il avait tout à fait raison. Bon, évidemment, il est inculpé. Donc la question de la libération des objets voudrait dire qui le décide, et libérer les objets, c'est la fin du musée, tel qu'il est conçu. Question ? Bon, juste, est-ce que vous pouvez développer plus la notion d'héritage et finalement quel serait le but du post-musée? Merci. Merci. Alors évidemment, la question de l'héritage, je pense qu'il ne peut pas avoir une conception unique, uniforme de l'héritage. Chaque communauté ou chaque peuple doit décider de ce qu'il veut garder, comment, et de rendre possible d'autres manières de faire de plusieurs générations après. Il y a quelque chose dans l'héritage conçu en Occident qui est un poids, ça pèse sur nous, quoi. Je veux dire, ça pèse, on peut pas, on est obligé de garder. On est obligé, il y a quelque chose d'une préservation qui rend presque, on pense ça impossible. Donc quand il y a par exemple des destructions qui sont effectivement des destructions très problématiques, ou par exemple, l'horreur de ça, parfois, c'est la destruction de ces objets est plus importante que la mort de milliers de personnes. Quand même, on peut aussi se poser des questions. Il y a quelque chose dans la conception. On peut se poser les questions aujourd'hui au XXIe siècle, puisqu'on hérite de tous ces siècles de muséification. On peut se poser la question aujourd'hui, mais la situation en France ne va pas être la même que celle au Congo, ou celle au Pérou, ou celle au Canada.
Et puis, à l'intérieur de chaque endroit, on pourrait se poser la question. Ça voudrait dire, par exemple, à Saint-Étienne, se poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait préserver? Je veux dire, par exemple, on se pose la question en 2024. Bon, il y a des musées, voilà, on a hérité de ça. On hérite d'une certaine ville, d'une certaine histoire, d'une certaine architecture, d'une certaine espace urbain, social et culturel. Et on pourrait se dire, bon, ben, on est en 24, qu'est-ce qu'on voudrait pour les 10 ans à venir? On voudrait quoi? Est-ce qu'on veut juste préserver ce qu'il y a et le maintenir, l'entretenir? Bon, pourquoi pas, mais c'est un choix. Ou est-ce qu'on voudrait que, justement, bon, bah, ces endroits, ils existent, voilà, ils existent, on va pas commencer. Mais, quel serait le projet qui pourrait, qui nous tiendrait à cœur? Quel est ce projet qui nous tiendrait à cœur? Quelle autre histoire, et donc pas nécessairement d'introduire d'autres récits ou des récits alternatifs au musée des Mines ou au musée de l'histoire de Saint-Étienne, je sais plus ce qu'il y a comme musée. D'art et d'industrie, enfin voilà, bon, ça c'est bon. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, en 24, dans une ville qui a été une ville ouvrière, industrielle, bon, avec tous les problèmes de faim, de tout cela, et en même temps l'existence donc de ces écoles, etc., c'est quoi? Qu'est-ce que, pour ne pas continuer dans justement l'espèce de chemin linéaire qui aurait été donné et qu'on doit rester là-dedans et que on va peut-être essayer d'aménager un peu? Est-ce qu'il y a des chemins de traverse? Et quels seraient ces chemins de traverse? Quels pourraient-ils être? Qu'est-ce que c'est de parler des nouveaux migrants qui arrivent? Qu'est-ce que ça serait à partir des femmes ici à Saint-Étienne? Mais quelles femmes? Comment? Enfin, je veux dire, ça pourrait être une question. C'est ça de se poser la question sur l'héritage. Il y a pas je veux dire, on nous a donné une idéologie de l'héritage qui est très liée à la propriété privée, qui est très très liée à la propriété privée, qui est très liée au patriarcat, et qui font donc garder. Et ne peut-on pas, est-ce que oser imaginer, bon alors, s'il n'y avait pas ça, on ferait comment? Parce qu'on est tellement pris là-dedans qu'on n'arrive même pas à sortir. Donc, un des premiers exercices, c'est imaginer. Et ne pas s'empêcher d'imaginer. Et de se dire, ah bah tiens, je veux dire, de sortir toutes les idées qui nous passent par la tête. De vraiment essayer, parce qu'on est pris dans le fait, mais non, mais vous délirez, là, c'est pas possible, mais ça marchera jamais, mais vous nous dites n'importe quoi. Parce qu'on est tellement le poids de l'héritage, justement, idéologique, culturel, tout ça, pèse tellement qu'on n'ose pas se dire, mais on n'en a rien à faire de la propriété privée. Ou de la transmission de père en fils. Et alors, tiens, on va imaginer d'autres manières d'hériter. On hérite de quoi, comment, par qui? Qu'est-ce que ça veut dire hériter? Parce que c'est quand même très pris à l'intérieur de la famille. On n'a pas grand-chose à dire sur le reste. Donc, qu'est-ce que ça serait? Donc, moi, pour répondre à votre question, dans le post-musée, d'imaginer, eh ben, c'est partir, plutôt que de se dire qu'est-ce qu'il pourrait faire, je sais pas où, au Canada ou au Pérou, c'est de partir de là où vous êtes. Ça serait quoi un post-musée à Saint-Étienne? C'est ce travail-là. Parce que c'est à partir d'une situation concrète que vous connaissez, avec les personnes que vous connaissez, que vous pourrez imaginer cela. Je veux dire, on commence le travail toujours ici, par chez soi. C'est là, quand on bouge ici, ça fait bouger là-bas, toujours. Tous les mouvements insurrectionnels ou je sais pas, qui font quelque chose là-bas ont des répercussions. Ont toujours des échos. Je veux dire, plus récemment, Black Lives Matter, d'accord, mais même, par exemple, quand il y a eu, je veux dire, quand le Vietnam a vaincu l'impérialisme américain, ça a eu une répercussion pour des peuples à travers le monde. Je veux dire, c'est ces répercussions-là. Donc, il faut toujours partir aussi de là. Donc, l'idée du post-musée, il faut se la poser là où on est. Donc là, par exemple, à Saint-Étienne, ça serait quoi un post-musée? Oui, ce que vous évoquez à l'instant me fait penser à la question des archives. Alors je me dis peut-être que le musée c'est peut-être un lieu des archives, mais finalement c'est loin d'être cela. Il y a plein d'institutions, enfin, qui possèdent des archives, et dans le fond ce que vous évoquez c'est une histoire d'historiographe. Enfin, comment dire, ça me paraît important par rapport justement à l'héritage, de connaître notre héritage culturel, ouvrier. Et que ça, c'est peut-être une des missions, peut-être du post-musée, que toutes les archives s'ouvrent. Parce que les archives, on n'a pas le droit de les ouvrir comme ça.
Bien sûr. En voyant les musées de l'armée, par exemple, c'est extrêmement difficile de pénétrer dans des archives qui peuvent concerner des histoires qui datent de la fin du siècle, du 19e. On sait que les archives de la guerre d'Algérie ne sont toujours pas accessibles complètement, librement accessibles. Bien sûr, l'archive fait partie de cette conception de l'héritage. De l'héritage qui est en fait une appropriation, c'est une propriété privée si vous voulez. Donc cette propriété privée, vous pouvez y avoir accès qu'à travers certaines conditions. Donc vous pourrez peut-être consulter des archives parce qu'on pourra. Donc c'est vrai que ça pose cette question. Et ensuite évidemment, ça renvoie aussi la question d'archiver, c'est-à-dire de nouveau la question de la conservation. Qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut archiver? Comment? Alors évidemment, aujourd'hui, il y a d'autres outils qui ont leurs limites, mais qui ouvrent aussi des choses. Par exemple, pour des communautés, des communautés justement qui n'ont pas les moyens de faire autre chose, le digital leur a offert certaines choses. C'est assez tout ça, oui, mais c'est chaque fois en situation. Je vous donne juste un exemple, là, justement, de moyens. Une communauté au Congo. Ils avaient un peuple au Congo, ils avaient une statue qui était la statue d'un officier belge qui avait commis des massacres, de terribles massacres. Ils en ont fait une statue qui contient toute la charge négative de cet officier et qui sortait à certains moments. Par des raisons, c'est pris par un collectionneur privé, enfin, ça atterrit dans un musée aux États-Unis. Bon, vous voyez un peu, c'est pas des gens qui peuvent prendre l'avion, tous les trucs. Ils essaient d'entrer en relation avec le musée pour avoir un prêt, au moins. Pas question. Donc là, certains, ils sont rassemblés l'argent, et 3 représentants sont allés dans ce musée et ont pris toutes les photos pour ensuite reconstituer en 3D au Congo. Et ils sont maintenant un procès, le musée leur fait un procès pour vol de propriété. Donc même cela devient, vous voyez, tous les espaces justement de la question de la propriété privée était une question très importante, puisque même là, je veux dire, le musée met son copyright sur tout ça. Donc c'est la question des brevets, tout ça, mais oui, et dans les archives, la question des archives, puisqu'il y a beaucoup d'archives qui sont dans les pays parce que les pays riches ont eu les moyens de développer cela, de développer à la fois les techniques et d'avoir des endroits pour cela. Et ils ont freiné le développement de ça. Et je veux dire, beaucoup de colonisateurs sont partis avec les archives. Les Belges sont partis avec les archives du Congo, les Français avec les archives de l'Algérie. Donc ils ont privé, je veux dire, les colonisateurs ont privé. Donc la question effectivement de l'accès aux archives est une question. Mais quand vous avez dit l'archive, moi ça me faisait penser, même le musée, parfois on me dit mais qu'est-ce qu'on ferait du musée? Ça peut être c'est comme des archives, on va consulter. Je vais au Louvre parce que quand même c'est là que je peux voir la peinture religieuse du XIIe siècle. Bon voilà quoi. Et puis je veux dire, ça a toujours été un endroit d'études pour des étudiants, mais il faudrait que ça soit un peu plus ouvert. Parce que je peux vous dire, le Louvre c'est bien serré. Hein. Bien sûr. On va poser la dernière question. Alors sur la Palestine. Il se trouve que tu parles à un moment donné de cette intervention de l'artiste palestinienne, activiste et universitaire qui s'appelle Samia Alabi. Et tu écris ceci. Samia Alabi posait ces questions. Comment Israël peut-il qualifier de vol ce que les Palestiniens ont sauvé de l'énorme pillage de terres, de bâtiments, d'œuvres d'art, de livres, de bijoux, de meubles, d'entrepôts, de produits, alors que ce que l'État d'Israël a pillé est qualifié de propriété israélienne? Comment vole-t-on ce qui vous appartient? Comment vole-t-on la création de ses propres mains? Ça peut être une introduction à la réponse. Mais ça pose vraiment la question, évidemment, de la constitution de ces musées ou de la muséification, la question de l'appropriation, qui était vraiment, une question coloniale, vraiment. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de pays colonial, il n'y a pas d'État colonial qui n'a pas constitué ses collections et ses musées sur l'appropriation et le vol. Et la destruction. Et là, évidemment, en ce moment, avec la destruction systématique de Gaza, les morts par dizaines, par milliers, et le fait que l'État d'Israël vise aussi les médiathèques, les bibliothèques, les écoles, c'est-à-dire aussi les espaces, les théâtres, les espaces justement où la parole, où l'imagination se travaille,
tous les musées, enfin je veux dire, et aussi la destruction d'un des plus importants sites archéologiques palestiniens, qui a été détruit en décembre dernier. Donc là, on voit comment évidemment la guerre coloniale ou la guerre d'occupation continue. Il est très important de détruire de détruire d'un côté et de s'approprier de l'autre. Mais je le redis, moi il me attendez que je formule ça le plus clairement possible. On a les États européens qui se constituent, qui viennent de monarchies. Il fallait se libérer de la tyrannie des rois. Des pays comme les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie se constituent en contradiction avec une Europe corrompue, tyrannique, etc. On va faire des sociétés nouvelles, innocentes, pures, propres. C'est là la fameuse la ville sur la colline, hein, qui est l'idée des États-Unis, hein, la Jérusalem sur la colline, la Nouvelle Jérusalem. Et en fait, ce sont des pays qui se constituent, ce sont des démocraties libérales qui se constituent, je l'ai dit déjà, sur l'extermination, le vol, le massacre, le génocide. Et qui réussissent à se présenter comme pays du monde libre. Et Israël est totalement sur ce modèle. Absolument sur ce modèle, la seule démocratie du Proche-Orient, et les gays ont des droits dans un monde totalement naturellement hostile à l'homosexualité, comme le monde musulman est naturellement hostile aux droits des femmes, donc se construit comme ça, comme les États-Unis sont construits. Donc on a affaire aussi à une nouvelle forme d'appropriation qui imite ce qu'a fait l'Europe, mais qui est quand même un peu nouvelle, parce que ça utilise beaucoup plus, c'est moins la mission civilisatrice que la question de la démocratie et des droits contre des peuples arriérés. Et la question de la Palestine, c'est vraiment la question de l'effacement, puisqu'on voit que ça se passe dans la cuisine, dans les broderies, tout, rien ne doit rester. Tout doit être, je veux dire, l'effacement doit être l'effacement de l'existence de la Palestine. Donc tout doit être effacé, pas seulement évidemment, mais les noms, comme on le sait, les noms des villages et des villes qui sont changés, tout. C'est peut-être, on assiste au XXIe siècle à effectivement ce que en général nous avions lu dans des livres. Et on assiste là à une entreprise coloniale sous nos yeux au XXIe siècle de ce que c'est. On peut l'étudier avec en même temps toujours cette idée d'État démocratique, d'État qui, je veux dire, est d'un contraste constant avec ce qu'il y a en face, qui ne sont que des sociétés évidemment arriérées par nature pratiquement. Hein. Et ça renvoie aussi à un féminisme dans le féminisme décolonial j'en parlais, qui est un féminisme qui se présente comme un féminisme justement le féminisme des droits, le féminisme qui a donc une mission civilisatrice face à ces pauvres femmes musulmanes ou ces pauvres femmes noires qui ne savent même pas ce que c'est que les droits des femmes, qui ne savent pas ce que sont les droits des femmes et qui sont les victimes de leurs maris, frères, pères, etc. Donc on assiste à vraiment à travers cela à l'instrumentalisation d'idéologies. Idéologie féministe, idéologie de la mission civilisatrice, idéologie du progrès, idéologie de la démocratie contre des peuples qui effectivement représentent tout le contraire de cela. Et là, et qui demande, rend inévitable l'effacement de la culture et l'effacement des créations. C'est absolument, il faut faire table rase. Il faut faire vraiment. Et ça, c'est aussi ce que des Anglais avaient fait, par exemple au Nigeria, de raser complètement des villes, de raser entièrement, qu'il ne reste rien, et qu'on rapporte tout en Europe, et que c'est l'Europe qui dise l'histoire, et qui dise ce qu'était cette culture, et ce que représentent ces objets. C'est-à-dire, alors que les personnes disent mais non, mais ça c'est pas ça, c'était pas ça pour nous, tout ça. Donc c'est un geste non seulement c'est un geste d'appropriation par effacement et par avidité, par aussi on pourrait dire, pour reprendre des termes, d'une certaine misère intérieure, parce que d'un besoin de voler et d'extraire pour remplir justement un vide justement sur l'endroit même.
Mais évidemment, la question aussi de Gaza aujourd'hui, c'est la puissance que se donnent les États-Unis, l'incroyable puissance, le fait qu'aujourd'hui on est dans un monde où les États-Unis peuvent décider de ce qui adviendra d'un peuple, malgré les oppositions. Enfin, on connaît la question des vétos aux demandes de cessez-le-feu à l'ONU. Donc là, on assiste, je pense, oui, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir très profondément, parce que qu'est-ce que ça signifie qu'un État puisse faire ça aujourd'hui en toute impunité? Qu'est-ce que ça annonce peut-être pour d'autres situations? Je veux dire, c'est quand même l'impunité totale. C'est pour ça que c'est très très important ce que l'Afrique du Sud a fait, et ce qui s'est déroulé aujourd'hui déjà, c'est extrêmement fondamental à la CPI, à la Cour internationale de justice. Mais parce que à la fois il y a la mobilisation dans la rue, toutes les pétitions, mais il y a quelque chose d'un cadre légal aussi qu'il faut mettre en place aujourd'hui aussi. Et c'est pas sans importance. C'est vraiment quelque chose. Est-ce que la loi devienne de nouveau plus forte que le canon? Pour l'instant, c'est le canon qui parle, c'est le fusil qui parle. Et comment mettre fin à ce droit par la force, à ce droit par le fusil, à ce droit par le missile? Quelle est la force qui va mettre fin? Et ça peut être parfois le droit, au sens, je dirais évidemment, l'énorme mobilisation qu'il y a à travers le monde et avec la journée globale de solidarité ce samedi. Mais il faut vraiment, parce que, je le répète, il faut prendre très au sérieux ce qui se passe, parce que qu'est-ce que ça annonce, qu'est-ce que ça dit qu'au XXIe siècle, un État puisse en toute impunité, détruire entièrement un endroit où vivaient 2 millions de personnes, les repousser, tuer des enfants, je veux dire, et que ça puisse se faire. Que ça puisse se faire, qu'ils envisagent de voir avec quel pays on peut vous les envoyer. Ça aussi, cette question d'État à État, de renvoyer, c'est aussi quelque chose auquel il faut qu'on fasse très attention. C'est ce que l'Angleterre a voulu en renvoyant un immigrant au Rwanda. C'est l'idée qu'Israël aurait de renvoyer. C'est l'idée aussi en Argentine, c'est l'idée en Italie, c'est l'idée aussi au Danemark, en Allemagne où, je sais pas, le parti d'extrême droite dirait on en renverra tous les étrangers non allemands. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui au XXe siècle, ces formes d'ethnonationalisme? Comment elles s'expriment? Et comment, appeler ça fascisme ou pas fascisme, il y a tout un débat là-dessus, mais en tout cas, des formes d'autoritarisme. C'est très inquiétant ce qui se passe. L'élection d'un Milei en Argentine est aussi quand même assez effrayante. Donc il y a ça, et je pense que on a affaire à une contre-révolution, comme on disait. C'est quand même ces forces, ça fait très longtemps qu'elles étudient comment organiser cette contre-révolution. Ils nous lisent, ils étudient, et ça fait très longtemps. Hein, en France, ils n'ont jamais supporté le Front populaire, qui quand même n'était pas la révolution finie. Aux États-Unis, c'est le New Deal, tout ça. Alors, les Noirs dans la rue, les gays qui parlent, les trans, les femmes qui osent parler. Non, mais c'est quoi là? Non, mais on va remettre de l'ordre. Les Arabes, les musulmans, mais c'est pas possible. Je crois qu'il ne faut pas du tout sous-estimer à quel point ces classes dominantes sont absolument déterminées à garder leur place et poursuivent la destruction de l'environnement, la destruction de la planète. On fait face à des ennemis très déterminés. Mais le combat, il est là. Je veux dire, il a toujours été long, il a toujours été difficile, et on n'a jamais, ça n'est jamais arrêté. Il n'y a pas un jour, aujourd'hui même, le matin, quand vous vous réveillez, il n'y a pas un endroit dans le monde où les gens ne sont pas en train de se battre. Chaque jour, grève, occupation, dans la rue, manifestation, protestation, ça n'arrête pas. Les idées de liberté, de dignité, elles sont là. L'égalité, elles sont là. Le droit à la terre, le droit à l'eau, le droit à l'air, c'est là. Le droit à une vie digne. Jamais
Donc effectivement, il ne faut pas aussi qu'on pense que la contre-révolution, elle est menaçante, mais elle n'est pas non plus. Je veux dire, il y a de la résistance, quoi. Ça, c'est vraiment. Donc sur la Palestine, il faudra continuer à se mobiliser, parce que qu'est-ce qui va se passer demain? Parce que ça peut pas, je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on est en train à quoi on assiste, et comment le comprendre, et comment ici, en France, lutter contre ça. Parce que nous sommes ici, donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la France, en tant qu'habitant en France, c'est quoi? Où sont les endroits qui contribuent à l'écrasement de la Palestine? L'industrie militaire, par exemple. L'industrie militaire, par exemple. Voilà. Donc, quels sont les endroits là où on peut enrayer la machine? Quels sont les endroits en France où nous, ici, puisque nous vivons en France, on en va enrayer la machine? Je veux dire, évidemment, il faut marcher dans la rue, tout ça, mais où est-ce qu'on va porter aussi? Où on jette les grains de sable dans les réservoirs d'essence? C'est ça. Je veux dire, c'est chaque fois aussi là où nous sommes, quels sont les endroits où on porte que ce soit aussi, mais ça peut vouloir dire, c'est ce que tu demandais, c'est comment on change aussi la manière d'enseigner, si tu veux, comment on voit le monde dans lequel on vit, comment on arrête de l'éducation où on ne voit pas ce qu'on a sous les yeux, où on ne voit plus pourquoi il y a tant de monde dans la rue, qui dorment dans la rue, dans le froid. Je veux dire, et que on n'arrive plus à y penser, quoi. C'est cette économie de l'épuisement dans laquelle on nous met, c'est qu'on est fatigué. Eh bien, il faut lutter contre la fatigue, parce que la fatigue, c'est une des stratégies du pouvoir. On est arrivé, on est épuisé. Voilà. Et puis, quand on pense à, je sais pas, le transport que les gens font pour aller au travail, et puis alors, et tout ça, le stress, la fatigue, il faut rentrer, tout ça. Je veux dire, c'est la précarisation pour les jeunes, pour les adolescents. Je veux dire, l'énorme mépris qu'il y a. Donc c'est à nous de forger les contre-images, les contre-discours, et nous les avons. C'est ça que je veux dire. Nous les avons. Nous oublions parfois que nous les avons. Nous avons nos aînés, ils ont ouvert la voie. À nous de l'ouvrir. Merci beaucoup Françoise Vergès. Merci. Et j'en profite aussi pour annoncer le programme aussi de rencontres lundi et mardi avec le Massico, et notamment on invite le collectif antimilitariste stéphanois à l'école pour un goûter, donc vous êtes tous et toutes invités, et des formations aussi sur les modes d'action, juste se regrouper. En tout cas, c'est lundi, mardi, et il y a une petite table là-bas, vous pouvez suivre les comptes Instagram, et voilà quoi. Bonne soirée à tous et à toutes.